Salut Thibaut. Salut. Ça roule? Ça roule super, ouais. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté notre invitation Pas de soucis. sur Colloquium. On te reçoit aujourd'hui pour parler de toi et de tout ton premier roman, Le Pont qui saigne. Exact. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas sur ta formation, ton parcours? Oui, il y en a certains qui me connaissent pas. Oui, alors c'est moi qui dis merci aussi d'être ici parce que c'est super pour moi parce que je sors un peu de nulle part. Et puis je suis sur le même canapé que Didier Super, d'après ce que j'ai vu, donc ça n'a pas été lavé depuis, je le sens. Et donc je suis Thibaut Benoît, je suis ici parce que j'ai sorti un livre en octobre 2023 qui s'appelle Le Pont qui saigne. Alors c'est bien sûr pas mon métier, écrivain, parce qu'on peut pas en vivre, ou alors il faut vraiment vendre beaucoup, et c'est pas encore le cas. Je suis prof d'histoire. Prof d'histoire en collège, dans le Pas-de-Calais, à Marquion, depuis longtemps, donc je suis content. C'est un métier que j'aime, alors qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui aiment, mais qui en ce moment c'est pas un métier tout le temps facile, mais je prends mon pied encore beaucoup à faire cours, alors à ma manière, mais ça marche bien parce que les retours des élèves sont sympas. Je ne sais pas si dans 10-15 ans ça sera la même chose, parce que quand on vieillit et qu'on est prof et qu'on a des collégiens, là ça me fait un petit peu peur. Donc j'ai une formation de prof sur la formation. J'ai fait des études scientifiques, mais je suis devenu prof d'histoire, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait 2 ans de prépa, ça m'a bien aidé aussi pour structurer l'esprit en lettres sup, Hippocagne. Après la fac, après boulot de prof, donc une ligne droite. Et puis depuis quelques années j'écris, et là j'ai voulu essayer un long format, un roman, et j'ai la chance, j'ai été édité, et puis les retours sont plutôt très favorables depuis 1 an qu'il est sorti. Donc c'est parti pour une carrière secondaire à côté du métier de prof. Bah, big up à toi, félicitations déjà. Merci, ouais. J'imagine que ça doit être une sacrée expérience et une sorte d'aboutissement quelque part en fait. Oui, parce que l'aboutissement véritable, c'est quand on reçoit une lettre, quand on reçoit un coup de fil un jour où on apprend qu'il y a des éditeurs qui veulent t'éditer, un vrai éditeur, même si c'est un petit éditeur, mais un vrai éditeur, un éditeur qui reçoit plein de manuscrits tous les jours et qui, au bout d'un comité de lecture qui a lu ton bouquin, te dit c'est bon, on a envie de vous signer, on a envie de travailler avec vous, on a envie de vous faire la couverture et de faire quelque chose de génial sur ce bouquin. J'ai même pas eu à changer le titre, donc c'est cool. Après, par contre, il y a eu beaucoup de travail derrière encore, mais on en reparlera. Mais donc oui, un aboutissement, oui, parce que j'ai fait ça comme un défi en fait. Faire un roman, c'était comme un défi personnel. Et comment ça t'est venu justement l'envie d'écrire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déclenché ça précisément, un événement ou Ouais, il y a un événement très précis, je m'en souviens bien. Il y a plus de 10 ans, j'habitais dans un village où la mairie avait organisé un concours de nouvelles, donc des formats courts. En fait, ils envoyaient une photo et puis il fallait pondre une nouvelle là-dessus, pondre une histoire sur la photo, avec donc court. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc c'était là où j'habitais, et puis donc j'ai écrit un truc, j'ai balancé la nouvelle, et puis 2 mois plus tard, j'ai appris qu'il y avait eu 130 candidats quand même, donc c'est énorme. Et puis chose incroyable, j'ai pas gagné. Non, j'ai pas gagné, mais j'étais assez bien placé quand même. J'étais assez bien placé. Du coup, je me suis dit, j'étais dans le recueil, parce qu'ils faisaient un recueil des 10 meilleurs, quoi. Et c'est de là que c'est né, vraiment. Et du coup, après, je me suis lancé dans les nouvelles. Et ça fait combien de temps, ça, du coup? Ça, c'était en 2012, un truc comme ça, quoi. Donc, il y a un peu plus de 10 ans, Et même plus jeune, t'avais déjà cet attrait pour l'écriture L'écriture, l'imaginaire. C'est ça, ouais. Plutôt l'imaginaire, tu vois. C'est plutôt sur l'imaginaire. J'avais beaucoup... depuis tout petit, ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. D'imaginer des histoires, ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Il y a des choses qui t'ont marqué, des œuvres en particulier, quand t'étais plus jeune, qui auraient pu... J'ai toujours aimé lire, ça, c'est sûr. Mais je crois que je suis autant influencé par tout ce qui a trait à l'imaginaire, des séries, des films. Je pense que ça a joué beaucoup. Quand j'étais petit, je m'imaginais des scénarios, quoi. Moi, je me serais bien vu scénariste, en fait. Mais il n'est pas encore trop tard, c'est ça? Non, il n'est pas trop tard. Non. D'ailleurs, j'attends un coup de fil de Netflix pour Le Pont qui saigne. Je pense qu'après l'émission, c'est sûr que ça va arriver. L'adaptation, normalement, c'est on te filera les contacts si tu veux. C'est sympa, c'est sympa. Parce que là, ça paiera plus un petit peu que la vente de bouquins, mais
non, blague à part, ouais, j'ai toujours aimé inventer l'histoire, mais ça a toujours été, quoi. Ça a toujours été ça. Et donc, par l'écrit, j'y avais pas pensé avant ce concours de nouvelles, mais là, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, après, j'en ai fait plusieurs, et puis quelquefois, j'ai gagné des prix. Donc, je me suis dit, bah, ça peut plaire à des gens. Voilà. Ok. Tu disais juste avant, en fait, t'es prof d'histoire, Ouais. en collège, Ouais. dans le public. Ouais. Ça, c'est cool. Le public, ouais, c'est cool. Ah, bah, tu vois, c'est un choix, j'imagine. Le public. Ouais. Ouais, c'est un choix. Moi, je viens du privé en plus, donc je connais les deux trucs. Hein. Mais je me voyais pas aller dans le privé, donc ouais. Non, Parce qu'on connaît justement les difficultés dans l'éducation nationale, dans la société de façon générale et dans l'éducation nationale. Ouais, ça se ressent toujours. Tout ce qui va mal dans la société, ça se répercute au collège. Alors moi, c'est un collège rural, donc c'est une ambiance assez particulière aussi. Globalement, moi, je trouve c'est un collège qui a des difficultés en termes d'ouverture d'esprit, etc. Et donc c'est là qu'on peut apporter quelque chose, parce que c'est très rural. Après, c'est un collège qui est cool, quoi. L'ambiance est super, c'est des élèves, on les croise, ils vous disent bonjour tout le temps, quoi. Donc à tous les profs et tout. Moi, c'est ce que je préfère, c'est le contact avec les gamins. C'est pour ça que je m'éclate encore, quoi. Ouais, ça se sent de toute façon quand on échange avec toi, tu vois que t'as cette... Ouais, et puis bon, c'est aussi parce qu'au début c'est dur. Ça, c'est les premières années, c'est toujours dur, prof. Parce qu'on découvre on s'attend à un truc, on fait des études assez complexes pour tomber sur des gamins qui ont des fois du mal, donc faut retomber de tout ce qu'on a appris, etc. et puis se mettre à leur niveau pour pouvoir justement avancer et faire quelque chose, quoi. Essayer de les intéresser, de les capter. C'est ça, le truc, c'est les intéresser, pour moi, c'est ça. Ouais. Alors heureusement, avec l'histoire-géographie, je pense que c'est une matière qui pour moi, qui est plus susceptible de les intéresser que certains autres. Donc il y a toujours dans chaque classe des gamins qui sont nuls en maths, nuls en français, mais qui ont une passion pour l'histoire, plus que la géo d'ailleurs, mais pour l'histoire, parce que depuis tout petit, ils regardent des trucs, ils ont lu des BD, des machins comme ça, ou alors ils ont vu un reportage sur la guerre, des trucs comme ça. Et on a toujours des gamins comme ça. Et ça, c'est cool, parce que du coup, ça les valorise par rapport à d'autres matières. Et est-ce que ton expérience en tant que professeur, elle est venue influencer un petit peu ton travail en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, tu vois ? Ouais, je vois le genre, ouais. Alors... je dirais que bon, c'est un peu, il y a un sens de la rigueur, je pense, parce que comme j'écris un polar, c'est un polar que j'écris, il faut que l'intrigue soit parfaitement bien tissée. Il faut que on a un début, on a une fin, il faut arriver à la fin, il faut surprendre le lecteur et il faut donc il faut un plan. Alors moi, dans ma formation, c'est grand A, etc. Ah bah oui, donc forcément, c'est comme ça aussi que je bâtis une intrigue avec un plan très précis. Donc je pense que la rigueur de ma formation de prof d'histoire, elle a aidé à ce niveau-là, quoi. Même mes années de prépa, tu vois, c'est quelque chose, la prépa, qui est pas si simple que ça, quand mais bon, t'as 20 ans, tu peux encaisser, hein, mais on apprend une façon de penser, une façon de raisonner, et je crois que ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi, quoi. Et puis moi, je fais des cours d'histoire où j'invente des histoires aussi. Enfin, j'invente pas l'histoire, mais j'utilise l'imaginaire quelquefois pour intéresser les gamins. Hein, par exemple, j'invente toujours leurs ancêtres qui vivaient dans la campagne ici. Quand on étudie le 17e ou le 18e siècle, je leur dis, qu'est-ce qu'il faisait votre ancêtre allemand ? Alors, on lui donne un nom au gars et tout. Donc, on part en délire des fois là-dessus, mais ça leur permet de retenir plus facilement. C'est hyper ludique, en fait, dans l'apprentissage. Carrément. Moi, c'est mon créneau. Hein. Mon créneau. Ça fonctionne bien généralement. Ouais. Ça fonctionne bien, ouais. Alors, c'est pas toujours dans les clous de l'éducation nationale, hein, attention, mais c'est pas ça qu'on recherche, parce que c'est pas là qu'on va retrouver ce qu'il y a de mieux, c'est qu'en réunion de parents, les parents vous disent, ils arrêtent pas de parler de vos cours et tout ça. C'est ça que je recherche. T'es le prof cool du collège, quoi. Je suis pas le seul, hein, mais des fois je suis pas cool quand même. Des fois je gueule quand même, hein, parce que il faut. Parce que si on n'a pas d'autorité, ça marche pas non plus. Donc en fait, il faut les élèves le savent, ouais. Donc puis comme ça fait longtemps que je suis dans le même collège, les générations, ça c'est, ouais. Donc voilà. Du coup, on te reçoit là aujourd'hui justement pour parler de ton premier roman. Bien sûr, ouais. Édité.
Édité, ouais. Donc c'est Le Pont qui saigne, qui est édité chez Altaréal Édition. Ouais. On va pouvoir discuter un petit peu déjà de sa genèse, comment tu l'as imaginé, comment tu l'as construit, Ouais. comment tu l'as créé, comment t'es rentré en contact avec une maison d'édition, Ouais. comment ça fonctionne les contacts, comment ils t'aident, comment la distribution se fait, la promotion se fait, etc. Ouais. C'est des choses qu'on fait habituellement avec des personnes qui sont plutôt dans la musique. Ouais. Et Ouais, c'est on vraiment l'avait cool vu, pour ouais. nous de te recevoir pour pouvoir en Ouais, parler. c'est génial, ouais. En fait, on s'est rendu compte en parlant en off qu'il y avait des... Il y avait des Il y avait des liens, Il y ouais. avait des liens en fait Ouais, hein, il y avait dans il y les avait deux des choses mondes. qui Quoi. ressemblent. Ouais, c'est assez intéressant, ouais. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton premier roman Combien de temps t'as mis pour l'écrire Quelle est ta routine de travail au niveau de l'écriture, tu Ouais. vois Alors justement, comme c'est un premier roman, et comme c'est un défi personnel, j'écris beaucoup de nouvelles pendant des années, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai voulu faire un roman pour changer. Donc j'ai choisi le polar, donc roman policier, polar, roman policier, il n'y a pas une grande différence. Et donc, comme c'était vraiment un truc personnel, je ne connais rien du tout au monde de l'édition ni rien, hein, donc je sors de nulle part. En fait, je me suis mis devant l'ordi et puis, enfin non, avant j'ai beaucoup cogité et après, au bout d'un moment, on se met devant l'ordi, on tape. Comme c'est le premier roman et que j'avais aucun objectif derrière, c'est un peu spécial parce que du coup, quelquefois, j'écrivais pas pendant 3-4 semaines. Ce que ne fait jamais un écrivain normalement. Une fois qu'on est lancé, on est lancé. Mais comme c'était quelque chose que j'avais, il n'y avait pas d'objectif fixe à part le finir un jour. J'allais dire c'est l'œuvre de ma vie quoi. Dans ma tête c'était ça à l'époque. Donc j'ai mis plusieurs années. Il faut dire aussi que je suis pénible parce que je suis assez perfectionniste. Donc en fait je voulais faire le truc qui me tenait vraiment le plus à cœur quoi. Quelque chose que j'aurais aimé moi lire en tant que lecteur. Donc j'ai passé énormément de temps dessus, mais quelquefois pendant 3-4 semaines je n'écrivais rien parce que j'avais d'autres choses à faire et tout ça. Donc sur mon temps aussi libre. recharger l'inspiration, peut-être. Ouais aussi, ouais, parce que des fois on est un peu bloqué, donc plutôt que de se forcer à écrire, à trouver, ce que je fais pas du tout pour le deuxième, j'ai changé complètement de technique, je laissais tomber parce que je me dis bon je reviendrai, mais ça c'est resté toujours dans un coin de la tête quoi. Le but c'était de le finir quoi, donc j'ai mis 4-5 ans finalement à le faire. Donc, ok, donc c'était un processus qui a pris du temps. Ouais, qui a pris du temps, ouais, lors de mes temps libres, ouais, comme une distraction quoi. Okay. Pas avec des horaires précis, rien du tout de ça, hein, parce que j'avais mon seul objectif, c'était de le finir. Du coup, un jour, je l'ai fini. Donc là, je me dis, mon défi est réalisé, mais il faut quand même que ça tienne la route. Et ça, je m'en rends pas compte parce que je suis dedans quand même. Donc là, on le fait lire à des proches. C'est ce que j'allais te demander en fait, parce que tu disais que tu avais déjà un background au niveau de la rédaction de nouvelles, que tu avais déjà participé à quelques concours, tu avais déjà... Enfin, tu dois avoir quand même des gens autour de toi à qui tu peux faire lire tes manuscrits. À chaque fois que je faisais des nouvelles, parce que des concours, ça c'est génial, hein, s'il y en a qui veulent se lancer dedans, c'est très formateur. Parce que on doit écrire un truc assez court, il y a des critères souvent, soit c'est une photo, soit c'est un thème, etc. Soit j'ai bien aimé, moi une fois le thème c'était, on donnait le début, les 10 premières lignes, et après il fallait inventer la suite quoi. Donc c'est comme un jeu quoi. Et donc ouais, en effet je faisais relire à chaque fois mes nouvelles, mais ça va vite. Bon là j'ai fait relire le roman, alors, mais bon, on conseille souvent de le faire relire par beaucoup de monde. Ouais. Alors je l'ai déjà fait beaucoup relire par mois, comme j'avais commencé 5 ans avant, ben, il fallait quand même, entre ce que j'avais écrit en 2015-2016 et ce que j'ai fini en 2020, mon style il avait changé un petit peu. Alors je refaisais des retours en arrière, etc. Donc c'était un processus déjà très long. Puis après, ben, forcément, il y a un moment où il faut le faire lire à sa femme. Hein. On n'a pas le choix. Donc ma femme, elle l'a lu. Alors j'étais très chiant, hein, parce que elle l'a lu sur ordi, donc déjà c'est pénible de lire sur ordi, on n'a pas de liseuse, forcément, donc lire sur ordi c'est pas pareil. Nous on lit le soir, parce qu'on n'a pas, comme tout le monde, hein, comme souvent quand on bosse, donc moi j'étais dans le lit à côté, puis elle lit avec l'ordi, et puis moi je suis là à dire... T'entends les retours alors, ça marche pas, J'étais une vraie... C'était l'horreur, quoi. C'était l'horreur. Donc, et puis du coup, je me stressais parce qu'elle disait « Mais laisse-moi !» Et du coup, je me dis « Bah, c'est sûr, elle aime pas et tout. J'ai fait tout ça pour rien, quoi. » Bon, elle a bien aimé. Et puis, si elle avait pas aimé, elle me l'aurait dit quand même. Hein, mais donc, elle a bien aimé. Alors, j'ai fait lire aussi à un super pote, et qui, lui, a même eu trouvé quelques fautes d'orthographe, donc là il est très fort, parce que j'avais... T'as un cheval là-dessus, hein. Bah ouais, à fond, à fond. Bah ça c'est aussi la formation, ça, c'est prof d'histoire forcément. Et donc, bah j'avais des retours positifs.
Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je l'envoie à des éditeurs. Ils m'ont dit, c'est con de ne pas l'envoyer, quoi. Donc j'envoie à des éditeurs. Alors avant, je me renseigne énormément. Alors là, le monde de l'édition, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc quand on tape éditeur sur Internet, on retrouve des dizaines et des dizaines de pages sur Google. Hein. Donc il y a de tout. Donc le truc, c'est qu'il faut l'envoyer pour des éditeurs qui éditent des polars. Parce que moi, c'est un polar. Il faut surtout faire gaffe à ça. Parce qu'il y en a qui balancent après. Il y a des forums qui sont bien foutus sur Internet que j'ai trouvé. Il y a un forum qui s'appelle jeuneécrivain.com. C'est un truc comme ça, ouais. J'ai trouvé... C'est une mine d'informations pour les jeunes auteurs. Donc, je ne sais pas si quelqu'un de ce forum m'écoute, mais merci à eux, parce que j'ai jamais communiqué dessus, mais j'ai lu beaucoup de... des topics et tout, des topics qui aident les jeunes écrivains, et c'était une mine d'or d'informations, quoi. J'ai appris ce que c'était que la différence entre un compte d'auteur et un compte d'éditeur. Ça, je savais pas du tout. Compte d'auteur, c'est que l'auteur doit participer, financièrement, souvent. Compte d'éditeur, c'est le truc classique, c'est le top du top, c'est que l'éditeur prend tout en charge. En échange, on donne les droits du livre à l'éditeur, mais il prend tout en charge. Donc j'ai envoyé qu'à des comptes d'éditeurs. J'aurais peut-être fini sur un compte d'auteur, hein, c'est pas sûr, ou auto-édité, ça existe aussi. Auto-édité, on fait tout soi-même, il y en a plein qui font ça. Avec Amazon, ça prend un quart d'heure. Mais après, il faut faire la couverture, etc. Et puis après... Dans l'auto-édition, il y a de tout. Donc, il peut y avoir des choses géniales comme... donc, tu veux dire qu'il y a des éditeurs qui proposent que des comptes d'auteurs, d'autres qui proposent que des comptes... Ouais, tout à fait, ouais. Et il y a des comptes d'auteurs. Après, il y a des comptes d'auteurs officiels, ils le disent clairement. Voilà, on vous demandera autant. Par exemple, il y a des comptes, il y a des éditeurs qui disent... Mais au moins, c'est franc, hein, ils disent, on vous prend, mais il faut payer telle somme pour les frais de correction, etc. Ouais. Donc on le sait, mais quand on est jeune écrivain, on est tellement tenté d'avoir son livre vraiment bien publié que certains le font. Il ne faut pas leur jeter la pierre, mais ça existe. Après, il y a des comptes d'auteurs un peu déguisés. Hein. Donc où là, c'est quand on lit le contrat, on se rend compte faut faire attention. Ouais, faut être très vigilant. On se rend compte qu'en fait, qu'il y a des frais derrière, ou alors qu'on vous oblige à acheter 100 exemplaires. Pour qu'ils rentrent dans leurs frais. Donc là, c'est du business, hein, pour eux. Donc il y a des choses comme ça qui tournent. Alors sur les forums, sur Internet, en faisant attention, on peut trouver la liste des comptes d'auteurs, comptes d'éditeurs. Après, compte d'auteur, c'est une solution aussi. Hein. Si c'est pas trop cher, ça permet d'avoir le bouquin en vrai. Moi, c'est ce que je voulais quand même, quoi, à un moment. Bon, j'ai eu de la chance d'être contacté par des éditeurs, des petits éditeurs. Les gros, ils répondent pas, de toute façon. Alors justement, ouais, ton manuscrit est prêt, tu l'as fait valider par des proches, tu te renseignes un petit peu sur le monde de l'édition, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, t'envoies combien de mails? Beaucoup. Bon, déjà, il y a les très très gros, des trucs genre Albin Michel, des machins comme ça, Fayard, machin. Les très très gros, on se dit pourquoi pas, parce qu'on est euphorique, quoi. Ouais. Sachant que après j'ai regardé, je me suis renseigné, ils prennent 0,1% de ce qu'ils reçoivent, parce qu'ils en reçoivent tellement tous les jours. C'est très gros. C'est surtout par copinage ou quelqu'un qui connaisse, etc. Donc là, c'est pas si t'étais pris comme jeune auteur dans ce genre de structure, tu serais genre un grain de sable dans un truc gigantesque. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça aussi. Alors je l'ai envoyé quand même, parce qu'on sait jamais, quoi. Les gros, souvent, ils veulent encore à l'ancienne qu'on envoie le manuscrit par courrier. Ça, c'est pénible aussi, parce que c'est des frais. Ouais. Parce qu'il faut l'imprimer. Moi, il était très long, le manuscrit, donc en photocopie, j'ai pas pris la photocopie du collège avec mon compte du collège quand même, parce que je suis réglo. Donc j'ai payé dans une boîte à copies, et donc ouais, j'en ai fait 3-4 comme ça, quoi, pour envoyer. Et puis après, les frais de port, hein, aussi, parce que c'est gros comme ça, hein, parce qu'il faut le relier, le machin et tout. Alors après, j'ai envoyé que tous ceux qui demandent par mail, ça se fait de plus en plus. Parce que là, c'est bien sûr beaucoup plus pratique. Alors certains demandent un résumé, d'autres demandent que le début. Chaque éditeur, alors faut aller sur les sites en fait. Chaque éditeur a sa façon de voir les choses, quoi. Y en a qui demandent toute l'histoire, ce qu'ils appellent le synopsis, mais de toute l'histoire, du début à la fin. Ça m'énervait parce que un polar, il faut pas savoir la fin.
Donc moi ce que je veux c'est que les gens ils lisent vraiment le truc pour pouvoir sortir le truc. Mais bon, ils ont l'habitude, c'est des pros, donc ça m'énervait, mais bon, il y a de tout comme ça. Mais il faut bien lire les consignes, quoi, parce qu'en fait ils trient comme ça. Bah oui, bien sûr, si tu dis bah ouais. Bah si tu respectes pas le critère, voilà. Et un auteur qui dit pas bien les trucs, ça serait quand même un peu. Voilà, ouais. Donc c'est comme ça, quoi. Alors si ça peut aider certains jeunes auteurs qui écoutent, parce que il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien, ça fait rêver quand même encore pas mal de gens, ce qui est étonnant à notre époque, mais tant mieux, je trouve, de pouvoir faire éditer son bouquin. Moi je sors de rien du tout, donc j'ai du bol, il faut du bol. Comme en musique des fois pour percer il faut du bol, mais pas seulement du talent, il faut aussi tomber le beau moment, etc., quoi. Donc là j'ai eu de la chance, mais... Et t'as combien de retours par exemple sur... Très peu. Ouais. C'est ça qui est horrible, parce qu'on envoie son manuscrit, alors si on envoie des comptes d'auteurs déguisés, ils lisent pas. Et alors je l'ai pas fait du coup parce que je savais, mais je sais comment ça marche. 15 jours après, on reçoit un mail en disant on a adoré, alors qu'ils l'ont pas lu, mais parce qu'après il faut payer, donc ça on laisse tomber. Et les vrais éditeurs, un compte d'éditeur, c'est plusieurs mois. Ce qui est bon signe d'ailleurs. Bah, bien ça veut sûr, dire que justement, ils ont pris le temps de... il y a un comité de lecture qui va s'embêter à le lire, etc. Donc plusieurs mois, mais les 3/4 du temps, ils ne répondent pas. Mais ils préviennent, hein, ils disent si on vous répond pas dans les 1 an ou 2 ans, c'est qu'on vous prend pas. Mais bon, après un mail ça coûte rien, je trouve que c'est... Des fois ils répondent en disant bon, ça correspond pas tout ça, c'est des lettres type, bon, ok, au moins on le sait. Mais tant qu'on n'a pas de réponse, c'est un peu pénible. Cette attente, elle est dure. Ouais. Elle est dure, ouais. Elle est dure parce donc pendant ce temps-là, j'écrivais plus du coup, parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner, quoi. Et... J'imagine que quand tu reçois un mail qui correspond un petit peu à ce que tu pouvais espérer, tu dois être content, quoi. Là, c'est le meilleur moment, ouais, quand j'ai eu 3 éditeurs, des tout petits éditeurs, hein, dont Alterreal qui devient un éditeur plus important quand même, je trouve, parce qu'il commence à percer, et puis 2 autres plus petits, mais des vrais éditeurs qui m'ont dit oui. Donc j'avais pu faire un choix, en fait. J'ai pu faire un choix. Ouais, c'est assez confortable comme. Ouais, bah, c'est déjà génial. Ça suffisait, quoi, parce qu'ils allaient. J'allais avoir mon livre sans rien payer, avec une couverture et puis un livre vraiment, quoi, que j'aurais pu que les gens pouvaient acheter, quoi, parce que donc du coup ouais, je pense que c'est le meilleur moment. Après il m'est arrivé plein de trucs géniaux, mais ça c'est le meilleur moment, ouais, quand on apprend qu'un éditeur est prêt à vous signer. Ils disent on va vous envoyer un contrat. Il y a une reconnaissance quelque part. Ouais, là, on se dit on a réussi un truc, parce que là c'est pas tout le monde. Là c'est pas tout le monde. Ouais, voilà, ouais. Et alors les 2 autres éditeurs, eux ils étaient prêts à m'éditer direct. Ils me disent dans 3 mois il sort. Je dis bah ouais, c'est cool, ça donne envie. Mais celui, donc Alterreal Édition, avec qui j'ai signé, l'éditrice m'a appelé, donc on a discuté. Elle dit bah si vous dites oui, ça va prendre des mois parce qu'il y aura un travail éditorial. Il va être relu de façon beaucoup plus précise et on vous donnera quelques idées à modifier, ou pas, hein, c'est vous qui choisirez, mais quelques conseils de pro. Et après seulement il y aura une phase de correction pour préparer. Et donc votre bouquin il sort pas avant 1 an. Alors en fait c'est ce que je recherchais, parce que là on sent bien que c'est du travail de pro. Ouais, parce que c'est des gens qui vont... Et tu t'es servi justement de ces choses qu'on t'a proposées, qu'on t'a... Ouais, alors 6 mois après seulement, après avoir signé le contrat, je reçois un mail, et alors moi j'étais encore dans l'euphorie d'avoir signé, puis là on me dit ouais, alors c'est trop long. Alors ouais, j'ai mis 6 ans à l'écrire, donc forcément c'est long. C'est trop long. Alors toute une liste de conseils, c'était pas des recommandations. Ouais, voilà. Mais ça fait un peu dur au début parce que j'étais dans l'euphorie de c'est bon, c'est parti, quoi. Et du coup j'ai rebossé dessus. Et en fait tout ce qui était conseillé, je dirais les 9/10 de ce qui était conseillé, c'était très bien vu en fait. J'avais eu du recul, parce que ça faisait 6 mois que j'avais pu travailler dessus, et donc en relisant avec le prisme de ce qu'ils m'ont demandé, tu vois, j'ai pu découvrir que c'était pas bête. En effet, c'était trop long. J'ai réduit d'1/4 du coup. Ils m'ont pas obligé, hein, mais j'ai réduit d'1/4. Parce que j'ai compris, j'ai mis du temps à l'accepter moi-même, parce que ça veut dire que tu vires 1/4 de tout ce que tu as fait pendant 5 ans. C'est bizarre, quoi. Ouais, ça fait penser à un taf qu'on peut faire sur un scénario de film, par exemple, ou sur un... Ouais. Tu vas couper dans des trucs qui sont pas forcément essentiels, qui sont pas forcément... il y a des trucs qui viennent alourdir il y avait des passages que j'adorais. Ouais. Et alors après, ils m'ont dit, ouais, mais c'est pour le rythme et pour... parce que c'est un polar et tout ça.
Et en fait, c'était vrai. Ils avaient totalement vrai. Et donc, j'ai coupé des chapitres entiers, quelquefois, qui n'apportaient pas énormément à l'intrigue. Et le livre reste gros quand même, hein, parce que j'avais 125 000 mots, bon, donc je suis arrivé à 95 000 à peu près. Ça reste un gros bouquin quand même, sans être énorme, hein, mais alors je pense qu'il y a peut-être des logiques financières aussi derrière, peut-être, hein, parce que plus le livre est gros, plus le prix est cher. L'impression, en plus, les prix avaient augmenté sacrément avec l'inflation il y a 2 ans et tout ça. Donc il y a peut-être des logiques comme ça, mais pour l'intrigue, ça a apporté beaucoup. Ouais, ça a apporté beaucoup. Ils m'ont dit d'enlever un petit peu de gros mots. Ça, je l'ai pas trop fait. Mais je l'ai fait quand même un petit peu. Parce que les personnages... dans un polar, si ça traite pas... J'ai une flic, elle peut pas s'empêcher, c'est comme ça. J'y peux rien, c'est mon personnage. Et donc ça, je l'ai fait quand même un petit peu. Et puis se concentrer sur l'intrigue, ça, c'est vrai que c'est important. Parce que je faisais des digressions volontaires, parce que je trouvais ça sympa, mais en fait, ça n'avait rien à voir avec l'intrigue. Je me faisais plaisir à moi-même, et en fait, on perdait un peu le fil quand on était lecteur. Et du coup, la question qu'on peut tous se poser, justement, c'est quel genre de deal ils te proposent? Genre, on te propose d'imprimer un format poche, un vrai format, tu sais, le bouquin de librairie. Le bouquin, c'est un format moyen, en fait. Je sais pas comment ils appellent ça. J'aime bien le format. C'est pas un format poche, donc du coup, le prix est plus cher, mais du coup, c'est assez agréable. C'est assez agréable comme format. Il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit « Ah, j'aime bien le format. » C'est pas immense, mais c'est un grand format quand même. Quoi. Donc, Tu nous disais que tu avais été accompagné sur la création de la première de couverture. Est-ce que ça a été un travail qui a été fait avec toi? Alors, on m'a demandé... en fait, ils ont un graphiste, hein, ou une graphiste, c'est que des filles hein, dans cette maison d'édition, ce qui est sûrement bien d'ailleurs. C'était une graphiste et on m'a demandé simplement de lui donner à elle toute l'histoire. Un résumé de toute l'histoire, ce qui est assez costaud à faire aussi. Un résumé de toute l'histoire et à partir de là, et puis de donner peut-être des idées aussi. Donc après j'ai donné des idées, etc. Le pont qui saigne, c'est l'histoire d'une fille qu'on retrouve sous un pont, tuée, nue. Ça se passe à Fretin, dans le Nord, on en reparlera après, je pense, le côté régional. Et ce pont existe vraiment. Donc je me souviens, j'avais envoyé même une photo sur Google Earth du pont où ça se passe. Et là, c'est le travail de la graphiste, puisque c'est une fille qui l'a fait. Et je suis super content du résultat. Quand ils m'ont envoyé la couverture, j'ai trouvé ça un peu poétique. Et c'est un peu ce que... Il y a beaucoup de mystère. Même si ça correspond pas exactement à l'histoire, parce que le pont est beaucoup plus grand sur la couverture, etc. C'est pas le vrai pont, mais on s'en moque. J'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait. Donc c'est eux qui font ça, parce que par rapport à leur ligne éditoriale, etc. Tu peux valider et donner un peu tes. Ouais, je peux donner un avis, mais je pense que oui, bien sûr, ils m'ont demandé mon avis, mais je pense que là, c'est la maison d'édition qui a le dernier mot quand même, parce que c'est dans le contrat, c'est eux qui reviennent les droits, et c'est eux qui savent mieux que moi. Il faut accepter ça aussi. Et donc, qu'est-ce que tu passes comme deal avec eux? Est-ce que c'est genre ils vont imprimer une quantité de bouquins, ils ont un réseau de distribution, est-ce qu'ils t'en donnent pour que tu puisses les vendre? Comme ils ont grandi depuis 1 an, depuis le moment où le bouquin est sorti, à l'époque c'était encore de l'impression à la demande. Donc c'est-à-dire que les gens allaient en librairie, ils commandaient le bouquin dans n'importe quelle librairie ou sur internet, dans n'importe quelle librairie sur internet ou sur Amazon ou quoi que ce soit, ou la Fnac ou n'importe où. On commande le bouquin et après il arrive en librairie ou il arrive chez soi, mais il n'était pas en rayon forcément. Ils ont évolué parce qu'ils commencent à mettre en librairie beaucoup plus et ils ont changé de distributeur et c'était Hachette avant. Hachette c'est Bolloré aussi. Un peu, je pense que ça les gênait aussi un petit peu. Ils sont passés chez Dilisco qui est un autre éditeur beaucoup plus indépendant, c'est celui de je crois que c'est Alba Michel qui est derrière, un truc comme ça, donc plus indépendant par rapport à tout ça. Les libraires aiment bien parce que là on peut commander, les libraires peuvent commander des livres, ils peuvent les mettre en rayon, ce qui n'est pas vendu ils peuvent les renvoyer. Donc la maison d'édition elle prend beaucoup plus de risques parce que ça renvoie, donc ça fait du stock. Mais là c'est comme l'écran quoi. Donc c'est assez cool. Quand je fais des dédicaces en librairie, ils en commandent. Et puis s'il y en a 4-5 qui restent et qui veulent pas les garder, ils peuvent les renvoyer sans souci. Donc et la librairie, t'as eu le droit à ton petit stock? Alors moi j'ai eu le droit à un stock. J'ai le droit à quelques livres gratuits déjà.
dès le début. Donc ça c'est sympa, parce qu'il coûte 22 balles quand même mon livre, il est cher, puisqu'il est gros. Donc ça c'était cool pour moi. Et puis ils hésitent pas, ils sont super, ils hésitent pas à envoyer. Là par exemple, normalement je vais participer, mon livre est sélectionné pour un nouveau concours, et donc pour que le jury puisse le lire, ils ont besoin de plusieurs exemplaires. La maison d'édition, gracieusement, elle envoie les exemplaires. C'est pas moi qui paye, là, donc ni ceux qui organisent le concours. Donc là-dessus, ils sont super cool. Sinon, moi, je pouvais en avoir avec une réduction, en fait, à 30%. Donc j'en ai un stock chez moi que je peux vendre. Par exemple, quand je vais la semaine prochaine, je vais en médiathèque. En médiathèque, ils peuvent pas commander des livres. C'est pas une librairie, donc je prends mon stock et puis là, je récupère l'argent directement pour moi, quoi. Ok. Ouais. Et eux, sur les ventes qu'ils font, j'imagine que tu as un pourcentage, tu as des droits d'auteur, comme on dit. Bien sûr, dans le contrat, il y a des droits d'auteur. Donc, il faut savoir que dans ce domaine-là, bon, c'est assez connu, hein, les auteurs gagnent, même quand on est un grand auteur, on a, ce que je ne suis pas, ça tourne autour de entre 8 et 12%. Quoi. Ouais, donc, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, on a halluciné. Même les très grands auteurs, quoi. Alors évidemment, si on en vend des milliers et des milliers, il n'y a pas de souci. Ça permet de toucher, mais sinon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça pour gagner de l'argent. Donc c'est ça qui est beau d'ailleurs. Quelque part, on sait que quand il y a un auteur qui dédicace dans une librairie, quand on tombe dessus, on peut être sûr qu'il ne fait pas ça pour l'argent spécialement, parce qu'il n'y gagne pas beaucoup. Alors si en plus c'est quelqu'un qui s'auto-édite lui-même, c'est plus compliqué. Ou si c'est quelqu'un qui vient de compte d'auteur, c'est plus compliqué de gagner de l'argent, donc il le fait vraiment parce que lui, ça lui plaît de partager ça, quoi. Et donc quelque part, c'est intéressant parce que l'auteur est pas là pour le business finalement. Il est là vraiment pour partager sa création. Hein. Alors après, évidemment, si on en vend énormément, on rentre dans un autre monde, je pense. Mais il y a très peu d'auteurs qui vivent de ça. Donc, Et j'imagine aussi que un des avantages en fait de ton éditeur, c'est d'avoir accès à de la promotion. Mais tu nous disais tout à l'heure qu'ils t'ont demandé de toi aussi participer à la promotion. Non, ils m'ont rien demandé spécialement, mais ça c'est venu de moi-même parce que j'ai commencé tout simplement. Je suis d'Arras. Je commençais à aller aux 2 librairies d'Arras, ça c'est un truc unique en France, ils sont côte à côte les 2 librairies d'Arras. C'est le Furet du Nord et la Grande Librairie, anciennement chez Brunet, les Arajo disent chez Brunet. C'est 2 librairies qui sont côte à côte, il n'y a rien entre deux, quoi. Donc les 2 concurrents, les 2 grandes librairies sont côte à côte. Donc j'étais voir au Furet d'abord, par hasard, quoi. Et puis j'ai dit voilà, je suis auteur, alors j'étais tout timide et tout. J'ai sorti un livre, du coup je dis je sais pas, c'est mon éditrice qui m'a dit il faut y aller au culot, faut y aller comme ça. Je dis bon, c'est une vraie maison d'édition, tout ça. Donc ils étaient super cool, ils se sont intéressés. Ils nous ont dit on va en mettre en rayon. Donc ça c'était il y a 1 an et à chaque fois, comme j'ai fait 2 fois des dédicaces chez eux, ils en gardent. Donc c'est toujours en rayon à Arras et à côté aussi. Alors à côté j'avais pas été, mais là c'est des lecteurs qui ont dit, qui sont fans de cette librairie, qui ont dit aux gens de la librairie, y a un Arajois dans le coin, il a sorti Le Pont qui saigne, c'est vachement bien et tout ça, enfin c'est des super retours de lecteurs. Et puis un jour j'y suis allé pour me présenter, il me dit c'est vous. Donc à partir de ce moment-là, ils en ont commandé, j'ai fait des dédicaces aussi chez eux, et là il est toujours sur la table. À côté de noms super connus, hein. Donc là c'est exceptionnel. C'est le deuxième, après la lettre, tu vois, que tu reçois pour dire, c'est le deuxième moment où tu dis purée, c'est du bonus, quoi. C'est génial, quoi. Et t'es actif sur les réseaux sociaux pour faire un peu. Faut bien y aller sur les réseaux sociaux, on n'a pas le choix. C'est le premier truc qu'on m'a dit, il faut un compte Facebook, un compte Instagram, c'est un minimum. Donc ça c'est la maison d'édition qui t'a conseillé qui m'a conseillé, hein, et m'ont demandé quel est votre compte Facebook. J'ai dit mais moi j'ai pas de compte Facebook, je ne touche pas à ça, moi. J'ai jamais touché à ça, je voyais pas l'intérêt pour moi, hein, de mettre mes vacances sur Facebook. Et en fait ils avaient totalement raison, parce que du coup je l'ai fait, et je m'en sers que pour la promotion du bouquin. Et ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes. Donc c'est un outil essentiel. On n'a pas le choix. Alors c'est un peu long des fois de faire des posts, tout ça. Alors ce qui est bien, c'est que je sors de nulle part, donc je fais des trucs un peu humoristiques, genre venez rencontrer le super auteur, tout ça. Alors que justement, je fais beaucoup d'autodérision là-dedans. Parce que, du coup, je me marre de moi-même et de ce côté-là, parce que oui, c'est les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je suis obligé de passer du temps dessus, seulement pour la promo.
expliquer où on fait les dédicaces, etc. Et puis des retours de dédicaces, parce que ce qui est génial, c'est que quand les lecteurs, ils viennent acheter un bouquin, quelquefois on prend des photos, tout ça, et du coup c'est vachement bien. C'est toujours. Tu te fais taguer sur les photos, tu peux repartager en story. Et bon, après, mais ça prend du temps par contre. Hein, c'est très. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein, donc, moi, j'étais pas habitué à ça. Donc, mais c'est essentiel pour pouvoir. Ça m'a aidé énormément. Sans les réseaux sociaux, c'est pas possible, quoi. Donc, ne serait-ce que les salons auxquels j'ai participé, etc., ça passe souvent par les réseaux sociaux. Ouais. Tu reçois des invitations maintenant directement des fois, en lien ça passe avec par Messenger. Hein. Il y en a qui invitent par Messenger, des choses comme ça, quoi. Donc c'est sûr. Et puis il y a quelques gens qu'on peut toucher. On fait dédicace à tel lieu, à tel moment. Ils viennent parce qu'ils l'ont vu sur Facebook. Hein. Et un truc tout bête. L'autre coup, il y a un lecteur qui est venu m'acheter un livre. Je sais plus où c'était, au Furet ou chez Leclerc. Ah, Leclerc, ouais, parce que j'ai fait aussi les centres commerciaux. Et il me dit ouais, je suis venu parce que j'ai vu votre bouquin sur le groupe des fans de Franck Tillier. Alors, des gens qui donnent des recommandations. Qui donnent des bien recommandations. Sûr, bah ouais. Ouais. Et alors ça, c'est énorme. Alors du coup, j'ai été voir parce que je ne savais pas. Et j'ai vu tout de suite que, en effet, il y avait un mec qui avait lu mon beau livre et qui l'avait mis en grande page. Sauf que le groupe de Franck Tillier, c'est je sais plus combien ils sont, hein, c'est des milliers et des milliers de personnes, quoi. Donc voilà, l'impact des réseaux sociaux. Ça reste un outil indispensable maintenant, peu importe on peut pas ce faire que tu autrement. veux. On peut pas faire autrement, ouais. Pour développer ton réseau, comme on dit. Bah ouais. Et puis après, les gens qui te suivent, alors c'est beaucoup d'amis évidemment, en majorité encore. Mais de plus en plus, j'ai des gens qui ont acheté mon livre, qui deviennent amis Facebook. Alors c'est marrant parce que Facebook, Instagram, c'est pas la même chose quand même. Hein. C'est pas le même public. Bah, c'est pas le même Instagram, média. j'ai plus c'est de pas le monde, même média, ouais. mais j'ai moins d'acheteurs, je pense. Parce qu'Instagram, j'ai beaucoup d'anciens élèves. Ou d'élèves que j'ai actuellement, mais alors là je peux pas être ami avec eux parce que j'ai pas envie de. C'est un réseau social qui est un peu plus jeune quand même. Ouais. Et les lecteurs, il y a beaucoup plus sur Facebook parce que c'est plus âgé quand même. Ouais, mes élèves ils me disent Facebook c'est pour les vieux. Ça va, t'es pas encore passé du côté obscur à faire un TikTok. Non, j'ai essayé, j'ai fait quelques vidéos idiotes et j'ai mis sur TikTok mais ça n'a pas marché. Et puis après quand j'ai vu ce que mon téléphone il m'a envoyé comme vidéo, je me suis dit oula, là je suis dépassé. Ouais. Je suis dépassé, c'est pas pour moi, quoi. Donc tu nous disais, première super nouvelle, t'es édité. Ouais. Deuxième super nouvelle, tu peux faire un peu des dédicaces dans des magasins, dans des librairies. Tu retrouves ton bouquin en physique en fait dans des tu vois. Sur Arras, il est en physique, ouais. Et il y a une chose dont tu nous as pas parlé qui est aussi incroyable, c'est que tu as gagné un premier prix justement avec ce premier roman. Avec ce livre, alors justement par les réseaux, etc. Et puis dans le Nord, c'est un peu comme la musique, on en parlait tout à l'heure un peu aussi. Il y a tout un réseau de fans de polar. Il y a des salons du polar, il y en a 4-5 qui drainent pas mal de monde. Il y a un truc avec le polar dans le Nord qui fonctionne bien. Et j'ai eu la chance de participer à un salon très vite l'année dernière, un coup de bol, avec Franck Tillier pas loin. Donc un truc énorme. Alors, j'ai vendu beaucoup de bouquins parce qu'il y avait la moitié de ma famille qui est venue. Donc ça, les proches qui soutiennent. Ouais, plus que d'auteurs connus. Alors, du coup, je me suis. Alors, comme il y avait beaucoup de proches, c'était sympa, donc ça m'a permis d'être connu. Et puis, ils s'étaient trompés dans mon nom, je me souviens. Ils avaient fait la liste, c'était au mois de décembre l'année dernière. Donc, mon bouquin, il y avait à peine un mois, je sortais de nulle part. Et puis, ils avaient la liste par ordre alphabétique. Et puis, alors mon prénom c'est Thibaut, mon nom de famille c'est Benoît, mais ils avaient inversé, ils avaient mis Thibaut, et donc du coup mon prénom était juste après Tillier, juste avant. Donc il y avait Thibaut et après Tillier. Donc je me dis c'est pas mal, puis écrit de la même police, hein, donc au même niveau, quoi. Donc pour un mec qui sort de nulle part, c'était cool, quoi. Alors du coup j'ai tout de suite tapé, c'est cool, je vais pouvoir me faire un nom. Pour expliquer que c'est Benoît en fait le truc, et du coup il y en a qui sont venus me voir au salon en me disant ah c'est vous le truc sur Facebook machin, comme quoi on y revient, ça fonctionne, hein. Faut avoir la répartie aussi sur Facebook, pas qu'en classe. Donc sur ce salon là j'ai fait des rencontres, etc. Et sur un autre salon qui a lieu en mois de septembre, fin septembre, c'est le salon de Templemar. Donc c'est le salon de Lille en fait du polar, mais ça se passe à Templemar avec des grands noms aussi. Depuis 3 ans ils organisent le prix Nordec
Alors ça vient de Norek, qui est un super auteur extrêmement connu, qui a commencé en polar, mais qui maintenant, il était dans la pré-liste des Goncourt maintenant, donc c'est pas n'importe qui, il vend énormément, Olivier Norek. Et c'était lui le premier parrain donc, du truc, donc c'est un grand nom. Et en fait ça récompense le prix du meilleur polar qui se passe dans le Nord, écrit par un nordiste, enfin un gars de la région, d'accord. Donc ils ont sélectionné 13-14 bouquins, un truc comme ça. Donc le critère c'était d'être sorti en 2023, d'être un auteur nordiste et de parler du Nord. Donc moi c'est moi qui ai dit bah moi j'ai un bouquin, je vous le donne, puis vous décidez quoi. Donc ils disent bah on va regarder, on a un comité de lecture qui va faire une présélection et qui va sélectionner 4 bouquins qui seront finalistes. Et après il y aura un autre jury de 9 personnes à peu près qui pendant des mois vont lire les 4 finalistes et puis y arriver. Donc fin janvier j'apprends que je suis dans les 4 finalistes. Donc joie énorme parce que déjà ça me suffisait largement quoi, parce que c'est mon premier livre, donc forcément parce que c'est pas le prix du premier auteur du premier livre, c'est le prix du meilleur polar nordiste finalement. Et puis là fin septembre c'était les résultats la veille du salon. Et là, j'apprends qu'il y avait une certaine unanimité sur mon bouquin. Et dans le jury, il y avait pas mal de policiers et de gendarmes. Donc, c'est l'originalité aussi du jury, donc des pros. Et puis, c'est des gens assez gradés, etc., qui ont vu pas mal de choses. Donc, ça m'a permis de faire des rencontres. Et ils m'ont dit qu'ils avaient adoré. Donc, forcément, c'est le 3e moment génial de ma seconde carrière. Puisqu'on parle des moments géniaux, et là c'est énorme parce que maintenant du coup j'ai un bandeau qu'on peut mettre autour, prix du polar nordiste, même si c'est pas très connu, évidemment ça change tout en librairie etc, ou quand on fait des dédicaces, d'avoir un petit bandeau rouge comme ça marqué, en plus il est super bien fait, et puis le lendemain c'était le salon, donc j'étais mis en valeur. À côté de plein d'autres noms, donc pour un premier roman, c'est top en fait. C'est vraiment le top. Et du coup, ça m'ouvre à d'autres salons. Idéal, quoi. Ça m'ouvre à d'autres salons. Là déjà, je sais que je vais faire le salon de Bondu. J'ai eu la nouvelle tout à l'heure, c'est au mois de mai, mais je sais que normalement, j'ai déjà des salons pour le mois de novembre. Les autres salons du polar qui ont lieu dans le Nord. Et tu restes dans le Nord pour le moment? T'as pas essayé? Pour le moment, je reste dans le Nord, ouais, parce que. Est-ce que tu sais si ton éditeur en vend ailleurs Bah un petit peu, mais le problème c'est qu'il n'est pas en librairie ailleurs, il est en librairie que dans le Nord, et puis les dédicaces je les fais dans le Nord, alors pourquoi pas à terme, ouais, ce serait génial quoi. Faut reprendre un camion et puis aller... Ouais, mais j'ai des copies faire une tournée. Entre deux, donc des fois je prends mes copies en dédicace, hein, c'est compliqué l'emploi du temps des fois. Bah ouais. Mais donc ouais, 3e et énorme nouvelle, surtout et puis on fait plein de rencontres hein, en dédicace. Là au Furet j'ai rencontré le gars qui avait entendu parler de mon bouquin parce qu'il était lié au salon de Templemar, mais il me dit bah moi j'ai repêché, parce que j'ai oublié de le dire, ça, mon livre parle aussi de l'affaire des noyés de la Deule. Ouais. On en reparlera peut-être un peu. Mais une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. Énormément de bruit qui m'avait marqué, donc moi j'en parle un petit peu, même si je suis sur l'imaginaire. Et là je rencontre un mec, il me dit bah moi j'ai repêché un des cadavres. Le flic qui a géré une des affaires. Je dis, oh, c'est un truc de fou, quoi. Et il dit, bah ouais, je suis à la retraite maintenant, tout ça. Et puis, j'ai entendu parler de votre bouquin, parce que à Templemar, il faisait des soirées pendant toute la semaine, des animations. Et c'est le gars aussi qui, alors, ça a eu pas mal de succès. C'était une série à France 2, c'était Sambre, sur le violeur du canal enfin, le long de la Sambre, une vraie histoire. Et ça a été une série qui a bien marché, je l'ai vu, c'était super. Et il dit, bah, je suis le flic qui résout l'affaire. Mais le vrai, dans la vraie vie. Donc, c'est génial comme rencontre, quoi. Sa femme, elle était médecin légiste. Elle était dit, moi, je suis médecin légiste. C'est génial, parce que c'était que des personnages, finalement, que j'utilise, quoi. Donc, on fait des rencontres géniales comme ça, quoi. Ouais, qui sont intéressés par cet univers, par ce monde... tout ce qui est polar, criminel... Et là, c'est des vrais, quoi. Donc, moi, je suis totalement dans l'imaginaire. Évidemment, je fais des recherches pour que ce soit quand même réaliste, mais c'est intéressant de voir le retour. Et le retour des policiers et des gendarmes qui m'ont choisi comme lauréat pour le prix Nordec, donc le prix du polar nordiste, c'était super intéressant de discuter avec eux, quoi. Et puis ils m'ont dit, il faut pas hésiter à nous appeler pour demander des renseignements aussi, donc ça crée des contacts aussi, donc ça c'est cool aussi.
On va parler un petit peu de tes thématiques et de ton style d'écriture, si tu veux bien, tu vois. On va rentrer un peu vraiment dans ton bouquin. T'abordes des sujets durs, hein, il y a du traumatisme, il y a de la violence, tu vois. Il y a de l'humour malgré tout, une ambiance sombre. C'est des thèmes qui te tiennent à cœur. Comment tu viens articuler tout ça et les ajouter à l'intrigue? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, tu vois, si Ouais. Alors, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le livre, il m'appartient plus du tout. Donc, c'est peut-être plus dur d'en parler maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai plein de retours, et les gens, ça leur appartient. C'est normal. Un lecteur, il fait ce qu'il veut de son livre. Donc, il y a des gens qui retiennent certaines choses, certaines thématiques, et la violence, les traumatismes que tu dis, c'est un des thèmes abordés. L'humour aussi, il y en a qui retiennent l'humour, il y en a qui retiennent beaucoup la région. Donc c'est intéressant de voir que c'est comme ça. Alors ce qui concerne les traumatismes, je pense que c'est venu petit à petit. J'ai pas une enfance malheureuse du tout. Moi, j'aimerais bien dire, j'étais enchaîné dans ma cave quand j'étais petit, mais pas du tout, j'ai une enfance heureuse. Donc c'est venu de mon imaginaire, évidemment de tout ce qu'on... ingère. Voilà. On digère pas plein de trucs. Le monde, il est quand même assez cruel, donc je pense qu'il y a plein de trucs qui remontent au bout d'un moment. Et puis... Et en fait, c'est venu avec les personnages. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est... On peut pas faire... L'intrigue, c'est génial, mais s'il n'y a pas les personnages qui sont derrière, si on n'a pas des personnages de travail en profondeur, ça peut marcher. Et un personnage intéressant, c'est un personnage qui, forcément, a des traumas un peu derrière lui. Un peu torturé. Un peu, forcément. Forcément. Il faut pas qu'il soit lisse, le personnage. Même les héros. Surtout les héros, même, je dirais. Évidemment, le tueur en soi, il a des problèmes, hein, des gros problèmes, mais faut que mon duo de flics, il est aussi, c'est un classique du polar, ça, hein, qui ait des choses du passé, c'est très lié au passé aussi, cette thématique-là, qui remonte par rapport à l'enquête. Et mon but, c'était justement de tout relier. C'est une sorte de mélange énorme, que tout se relie entre ce qu'ils ont vécu, que mes personnages principaux ont vécu jeunes, et l'enquête qui se déroule sur cette jeune femme qui est retrouvée un beau matin sous le pont à Fretin, quoi. Donc je pense que ça vient surtout des personnages, cette idée de traumatisme. Et comment tu fais pour travailler le relief de tes personnages, justement? Tu dis que c'est important d'avoir de la profondeur. Ouais. Ben, l'idée, c'est que... Alors ça, c'est des trucs que j'ai vus aussi sur sur des vrais écrivains. L'idée, c'est que le personnage, on peut pas partir à décrire un personnage si tu le connais pas complètement toi par cœur. Il y a plein de trucs que je raconte dans le livre. Non, il y a des trucs que je raconte pas dans le livre. C'est ça. Mais que je connais pour créer. Que je connais, comme j'ai pris mon temps parce que j'avais aucun impératif de timing, etc. Il y a plein de trucs que je sais sur eux qu'on ne sait pas dans le bouquin. Bon, c'est un classique, hein, ça, mais c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment ça. On peut pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Hein. Les personnages, je vis un peu avec eux quand je bosse. J'y pense tout le temps, quoi. Les personnages principaux surtout, mais même les secondaires. Il faut qu'ils aient des trucs, quoi. Il faut qu'ils aient du relief, comme tu disais, tu vois, des trucs qui sortent comme ça, ou qui viennent du passé, ou des traits de caractère. Et puis il faut qu'ils soient complexes un petit peu. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est quand dans un polar, quand le personnage est trop caricaturé et typé. Alors c'est pas facile, hein, je dis pas que j'essaye de faire au maximum pour qu'il soit le plus complexe possible par rapport à ce qu'il a vécu dans sa jeunesse souvent, quoi. Les deux, c'est très lié au retour au passé, ouais. Et toi, quand ça pop comme ça, t'arrives à garder ça en tête ou t'as besoin de coucher directement Alors j'ai pas de petit carnet. Ça fait écrivain, ça je devrais faire ça, ouais. Un petit carnet, puis comme ça, genre, ouais. Je me balade et puis non mais il y a rien de plus frustrant d'avoir une super idée qu'elle te... Ouais, non, c'est vrai, ouais. Alors, je me la répète beaucoup quand j'ai une idée qui vient. C'est surtout au moment... Alors, moi, j'ai une demi-heure de route pour aller au boulot. Donc ça, c'est des moments pour cogiter, c'est cool, que j'utilise beaucoup. J'écoute de la musique et en même temps, je cogite beaucoup. Donc ça, j'y tiens, mais ma demi-heure, j'aimerais pas bosser juste à côté. Une demi-heure, c'est parfait. Et puis avant de m'endormir aussi. Beaucoup, je cogite. Et là, du coup, je retiens un petit peu. C'est vrai qu'à un moment, il faut le marquer. Il faut le marquer, l'idée, pour pas la perdre, il faut le marquer. Alors, je la tape à l'ordi dès que je peux. J'ai plein de fichiers
avec des personnages, avec tout ça. Ouais. Ouais, si. J'ai plein de fichiers comme ça, avec une chronologie, avec les intrigues, etc., les sous-intrigues, ce qui va se faire joindre. Donc j'ai plein de fichiers comme ça, quoi. Alors je sais pas la technique du post-it sur un mur. Une base de données quelque part. Ouais, c'est ça, ouais. Et aussi des fichiers de recherche. Des trucs que je trouve sur des sites, etc., dont j'ai besoin pour rendre réaliste le bouquin. Ah bah justement, on avait une question à te poser par rapport à ça, c'est comment tu viens articuler et trouver l'équilibre entre la réalité des enquêtes policières qui peuvent venir inspirer quelque part, tu vois, la création d'une histoire, tu vois, enfin, d'une fiction, en fait. Ouais. Comment... Est-ce qu'il y a des affaires qui t'ont plus ou moins marqué? Est-ce qu'il y a des... Bien sûr, ouais. Alors, j'ai fait vite le lien avec l'histoire que j'avais en tête. J'ai fait vite le lien, on en a discuté 2 secondes tout à l'heure, sur l'affaire des noyés de la Dole. Ouais. Donc en 2010-2011, donc c'est sur la 4e de couverture, donc c'est quand même important. C'est pas l'affaire principale, mais on y arrive aussi, incidemment. Alors là, c'est un peu... moi personnellement ça m'a marqué, donc du coup ça vient de là, c'est sûr, parce que je me souviens bien en 2010-2011, alors j'étais plus à Lille du tout, mais de cette histoire on a retrouvé 11-12, un truc comme ça. Puis ça avait fait grand bruit, même dans la scène musicale, enfin les gens, un tueur en série, quoi. On disait un serial pousseur. On disait serial pousseur dans les journaux, tout ça. Parce que pendant... ça faisait grand bruit. Le samedi soir, pour sortir... il y avait des affiches partout dans les bars et tout, hein, donc et puis ce qui m'a fasciné, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça surtout qui est fascinant. Toujours pas, On sait toujours pas, quoi. Et parce qu'après ça s'est calmé. Là, l'été dernier, il y a eu 2 nouveaux cadavres repêchés. Juste avant que le bouquin il sorte. Non, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Et du coup, je l'ai dit à mon éditrice, j'ai dit alors je dis d'ailleurs, c'est pas moi déjà. C'est pas une histoire de promo à la con. Et je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est quand même de mettre au début un avertissement, comme quoi c'est pas... Parce que je me suis dit, mais je me dis, s'il y a quelqu'un dont c'est l'enfant qu'on a retrouvé, un truc comme ça, mais qui lit mon bouquin, mais qu'est-ce qui... J'ai eu peur, j'ai eu une crainte énorme. Donc je voulais qu'on mette un avertissement en disant que c'est purement imaginaire, que ça s'inspire de cette affaire, que j'en parle, que c'est pas l'affaire principale, mais que c'est pas du tout un travail de journaliste, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas les noms, c'est pas les bons noms. Il y a plein de choses qui sont pas équivalentes. Je m'inspire de cette affaire, mais sans du tout aller je me suis pas du tout renseigné sur les vraies victimes, etc. Parce que justement, on en a reparlé beaucoup l'été juste avant, 2023. L'été 2023, parce qu'on a retrouvé 2 cadavres aussi, alors a priori pas liés à ça, mais ça m'avait pas mal perturbé sur ce coup-là. Je me suis dit, oula, c'est quand même bizarre, cette sorte de coïncidence horrible. Hein, donc j'ai voulu qu'on ait... Donc il y a un avertissement au début en disant que c'est purement imaginaire, que ça s'inspire un peu des affaires de la noyée de la Dole, mais il n'y a rien de réel, quoi. Parce que je sais qu'il y a des familles qui sont encore en quête de... Bien sûr. Et ça date, et qui sont encore en quête et de savoir ce qui s'est passé, quoi. Parce que souvent c'est des jeunes qui sont retrouvés là. Donc moi j'en parle de l'affaire, mais à ma sauce, comme un début, quoi, pour imaginer quelque chose. Mais c'est pas le nœud de l'intrigue, quoi, parce que c'est plusieurs intrigues qui se mélangent. Ouais. Mais mon flic principal, il a eu affaire au noyé de la Dole. Donc c'est pour ça que ça le travaille aussi. Donc je peux pas en dire plus là. Non, bien sûr, on va pas spoiler. Mais du coup, ça donne un petit cachet réaliste, déjà ça. Et puis après, pour répondre à ta question, c'est aussi par rapport aux recherches que je peux faire. Parce que c'est pas mon métier. Il faut quand même un peu que ce soit plausible, sans être très réaliste. Alors ce qui m'a rassuré, c'est justement que le prix dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que des policiers et des gendarmes, c'est pour ça que j'étais surpris, des policiers et gendarmes qui disent, bah oui, c'est pas les bonnes procédures exactement, mais ça passe. Et ils disent de toute façon, tout ce qu'on lit comme polar, c'est jamais la réalité. Ils disent, mais heureusement d'ailleurs. Sinon, c'est plus un polar, c'est le récit d'un flic qui raconte sa vie, ce qui peut être intéressant aussi. Mais donc ça m'a fait vraiment très plaisir que des professionnels trouvent que j'ai réussi quand même à rendre quelque chose un peu plausible. Ça les a intéressés quand même. Alors, du coup, c'est des recherches sur Internet, moi.
J'ai demandé à personne. Bon, maintenant j'ai des contacts, peut-être que je les utiliserai. C'est ça, si t'as rencontré des vrais professionnels qui sont confrontés à ce genre de situation. Ça peut donner plein d'idées aussi. Tout à fait, parce qu'ils ont plein de choses à raconter. C'est très intéressant aussi. Ou tu t'es fait l'intégrale des Faites entrer l'accusé, tu vois. Alors ça, je regarde pas trop ça. Alors, c'est bizarre parce qu'on pourrait croire, mais je regarde pas trop ça. J'étais plus inspiré par une série comme à Canal, il y avait la série Engrenage que j'ai adoré et qui est hyper réaliste. Qui se passait à Paris et je trouvais que c'était là par contre j'ai piqué des trucs dans des procédures, etc. Après sur internet, en tant que prof, internet c'est mon outil principal. Tous les documents je les trouve sur internet maintenant, les manuels je les utilise plus, donc j'ai une formation aussi pour savoir chercher sur internet parce que c'est pas facile non plus. Alors quand on écrit une scène d'autopsie, moi j'ai jamais disséqué un cadavre. On peut trouver tout sur internet. Les trucs qu'on donne aux vrais médecins légistes, des trucs c'est. Alors du coup mon historique de Google à ce moment-là il était chaud quoi, parce que je pense que le FBI là il a dû regarder, ou la CIA, ils se sont dit purée lui il faut falloir le surveiller parce que j'ai vu des images, parce que c'est des vrais trucs d'autopsie. Mais t'es obligé de te limite pour développer la psyché de ton personnage, de ton tueur, ou t'es obligé de te mettre aussi dans ses pensées. Bien sûr, donc des fois il y a des recherches cheloues sur internet. C'est clair, donc, c'est ça la technique. J'ai créé un roman. Là j'ai installé un VPN, c'est bon. Parce que sinon ils vont débarquer là. Ça c'est sûr. Et du coup c'est vraiment un style qui te plaît, qui te tient à cœur, le thriller, le polar, tout cet univers d'enquêteur avec des en fait étonnamment c'est pas du tout mon genre obligatoirement. Il y a des fans absolus de polar, j'en ai rencontré plein en salon. Des gens qui lisent que ça, ils en lisent un par jour, quoi. Moi, je suis absolument pas comme ça. J'aime bien lire des polars, bien sûr, sinon j'aurais pas fait. Mais j'adore la science-fiction, j'adore le fantastique, tout ce qui trait à l'imaginaire, quoi, en fait. J'aime pas trop les trucs trop réalistes, justement. Alors pourquoi le polar, du coup ? Parce que mes nouvelles, elles étaient tout le temps... c'est ce qu'on appelait... Moi, ce que j'adore, c'est les nouvelles à chute. C'est-à-dire qu'à la fin... la dernière phrase quasiment remet en cause un peu ce qu'on a lu. On a dit ah oui d'accord. L'effet wow avec un rebondissement à la fin et on se dit waouh. Il faut que je relise ça, faut que je relise le début parce que du coup j'avais pas capté. Ah oui il a fait ça. Moi c'est ce que je préfère faire. Qu'il y ait une chute quoi. Que c'est pas ils vécurent heureux et tout ça. Donc quoi de mieux que le polar pour faire un truc comme ça. J'ai commencé par la fin du coup. Parce que ce que je voulais, c'est qu'à la fin, ce soit rebondissement sur rebondissement, qu'on puisse déjà... c'est parce que le polar, c'est un jeu. Il y a plein de clichés derrière le polar, et puis c'est un jeu avec le lecteur, il faut trouver l'assassin, c'est toujours la même chose. Donc c'est ce jeu-là que je joue avec le lecteur. Donc il y a très très peu de lecteurs qui m'ont dit, après coup, on avait deviné. Mais ça tient la route quand même. Donc on pouvait deviner, mais on devine pas. Donc qu'à la fin, on soit retourné en fait, qu'on puisse... C'est ça, c'est le jeu. J'ai commencé par la fin. Alors j'ai rencontré des auteurs qui me disent, moi je commence et puis je sais pas trop où je vais. Alors moi je ne comprends pas, mais pourquoi pas. Chacun sa méthode. Mais moi c'est inimaginable pour moi. C'est inimaginable. Moi j'ai le début, j'ai la fin. Le milieu, ça peut être un peu flou, mais je sais où je vais parce que je veux les révélations finales. Parce que moi ce que je veux, c'est des derniers chapitres, c'est révélation sur révélation, que ça s'enchaîne. Un peu à la méthode des séries, quoi. Avec des twists, des rebondissements. Donc voilà, donc je suis inspiré par ça j'aime bien. Donc le polar, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc tu cherches un peu à secouer le lecteur. Écrire, des rebondissements, etc. Garder un super rythme, etc. J'aimerais bien écrire, par exemple, la science-fiction, j'aime bien. Mais ça, je me sentais pas capable. Je me sens toujours pas capable parce que là, ça demande beaucoup plus de recherche. Scientifique notamment, parce que il y a le mot science dans science-fiction, donc faut tenir la route, faut faire quelque chose de crédible dans le futur. Donc là, je me sens pas capable de faire toutes ces recherches. Fantastique peut-être un peu plus, parce que c'est plus imaginaire, donc t'as plus de liberté. Il y a plus de liberté, voilà. Science-fiction, j'adorais, mais je pense que je serais bloqué par le côté technique.
Il faut expliquer pourquoi le vaisseau il traverse l'espace il faut trouver alors j'en lis pas mal, hein, des trucs comme ça, mais du coup le polar ça me semblait être le moyen le plus simple de faire un truc qui marche, et puis j'ai pris plaisir, donc je vais continuer pour l'instant là-dessus. Je rebondis vite fait sur ce que tu nous disais juste avant, l'ancrage territorial, il vient justement de l'endroit, ce qui t'a inspiré par rapport à l'affaire des noyés de la Dole. En fait, l'ancrage territorial, il vient du fait que on n'est pas qu'à Lille. L'affaire des noyés de la Dole, elle vient dans mon roman. Mon roman se passe en 2017. Ouais. Donc c'est après l'affaire des noyés de la Dole. Donc, incidemment, dans l'enquête, on en vient à en parler. Parce que je multiplie les pistes, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Et notamment, on se demande si c'est pas la même personne qui peut avoir fait ça, etc. Donc c'est pour ça que moi je tenais beaucoup à ce que ça se passe vraiment dans la région, parce que c'est une région que je connais parfaitement bien, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Puis c'est une région où il y a beaucoup de choses à dire, je trouve. Au niveau historique, au niveau géographique, il y a plein de choses. Mais on n'est pas qu'à Lille, les flics sont de Lille, mais ça commence à Fretat, un petit village tout près de l'Éca. On se balade dans le bassin minier aussi. On est pas mal aussi dans les villages autour. Donc, et c'est c'est que des lieux qui existent vraiment. Donc ça, j'y tenais aussi. Donc ça, j'ai pas mal de retours de lecteurs, des gens qui connaissent bien l'île ou les villages autour. Ils voient l'endroit. Ils connaissent l'endroit. J'avais besoin d'une scène dans un camping. J'ai pris le camping de Saint-Gand-en-Mélantois. Il y a un camping à Saint-Gand-en-Mélantois. Alors je donne peut-être pas trop envie d'y aller, je suis désolé pour les gens du camping, parce que c'est un peu glauque ce qui s'y passe. Mais il y a un ancrage dans le réel en fait. Carrément, ouais. Ouais, il y a un seul truc que j'ai inventé, c'est le bar de... Parce qu'il y a un bar où les deux flics, où le flic principal, le commandant, c'est son repère en fait. Il préfère bosser là, dans l'arrière-salle d'un bar. Et là, le bar, je l'ai inventé, mais il y en a des dizaines comme ça à Lille, donc on peut le trouver. Mais j'ai inventé le nom du bar, là. J'ai pas pris un vrai bar. Mais sinon, tous les détails, ça c'est le côté prof de géo aussi. Hein. Tous les détails géographiques sont réels. Ouais. Et c'est surtout donc aussi pour parler des gens de la région aussi. Je trouvais que c'était intéressant. Ouais. Du coup, on a l'ancrage territorial, on a à peu près ce qui t'a inspiré. T'as développé tes personnages, la psychologie des personnages, que ça soit tes personnages principaux. On va pas dévoiler l'intrigue, hein, on va pas trop, tu vois, c'est pas le but, quoi, tu vois. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment toi tu viens explorer différentes facettes, tu vois, du truc. T'as fort développé la psychologie du tueur. Ouais. Tu vois. Ouais, ça c'est un choix que j'ai fait aussi. Ouais. Et comment t'as abordé le sujet, tu nous expliquais que tu trouvais tout sur internet et tout, mais ou dans les séries ou dans des documentaires, mais alors pour le tueur, j'ai décidé de faire, moi ce que je voulais faire, c'est que ça c'était mon propre plaisir, et puis parce que j'aime bien lire des choses comme ça, c'est pas un récit à la première personne. Mes flics, j'ai un duo de flics, hein, un commandant et une lieutenante. Selon les chapitres, si c'est eux qu'on suit, on est dans l'air pensé. Ouais. Mais c'est pas la première personne. De la voix intérieure, quoi. On a quelques aspects de leur voix intérieure, mais par moment, j'ai intercalé le tueur. Et alors là, c'est la première personne, par moment, d'un seul coup. Du coup, j'ai mis ces passages-là en italique pour bien... Là, on est dans la tête du tueur, mais carrément. Ça m'intéressait de faire ça. Ça m'a intéressé parce que c'est un plaisir d'écriture, d'écrire dans la tête d'un tueur, de polar, forcément. Parce que je voulais à tout prix développer sa psychologie, comme tu disais, parce que... c'est un truc connu, mais dans les films c'est pareil. Si le méchant il est mauvais, on est d'accord. Ouais. Si le méchant est réussi, souvent ça marche. Il faut un bon méchant, un bon méchant, un méchant, mais qu'on connaît très bien. Et puis ça sert l'intrigue parce que c'est un des moyens les plus efficaces que j'ai trouvé. Évidemment, je suis pas le premier à le faire, mais à expliquer ce qu'il y a dans sa tête, parce qu'il est quand même un peu ravagé. Donc il fallait expliquer. Mais parce qu'il entend des voix, etc. Donc je crée même des dialogues entre lui-même et les voix. Mais c'est lui qui le raconte à la première personne. Et puis on a des échos du passé.
Et plutôt que ce soit tout le temps le duo de policiers qui découvrent son passé et qu'on découvre ça, c'est intéressant de l'avoir de la propre voix du tueur, quoi. Et tu peux nous en parler un petit peu, tes deux personnages principaux ? Ouais, alors on a alors j'aime bien jouer avec les clichés, c'est pour ça aussi que j'ai fait ça, parce que j'ai lu aussi des polars qui me plaisaient pas. Donc moi j'ai voulu faire un truc. Donc dans les polars, il y a toujours il y a beaucoup de clichés dans les polars, il y a des codes à respecter. Un tueur, faut trouver l'assassin, etc. Parmi les clichés, il y a un duo de flics. Ça, c'est un truc classique, on trouve dans beaucoup de films, etc. Donc, je suis parti de ce cliché-là. Un duo de flics, le commandant, il s'appelle Basile Dolonac. D'où vient le nom, je sais pas. Et c'était il y a 6 ans, plus de 6 ans que je l'ai inventé, le nom. Commandant, la cinquantaine. Lui très ancré dans la région, commandant lillois, qui gère les affaires les plus compliquées criminelles, qui a un caractère pas facile, cliché du flic aussi, mais alors lui par contre j'ai eu du mal à le construire au début parce que justement j'ai voulu faire quelqu'un d'assez différent. Il est très intuitif. Il n'est pas trop sur la police scientifique, tout ça, ça le gave un peu, alors que c'est important aussi. Mais lui, il est plus sur l'intuition. En fait, je pense qu'il est inspiré un petit peu d'une autrice que j'adore, c'est Fred Vargas avec le commandant Adamsberg. Il y a un petit côté comme ça, on me l'a dit, c'est des retours que j'ai vus. Alors, inconsciemment, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, sauf que lui, il est très dans la région. Ce commandant, on lui met dans les pattes, dès le premier jour de l'enquête, une lieutenante plus jeune, beaucoup plus jeune, qui est devenue lieutenante depuis pas longtemps, et qui vient du Sud, donc qui ne connaît pas du tout la région. Et dès le premier jour, elle se retrouve embarquée dans cette affaire, dans l'équipe de Dolonac. Alors ça se passe pas très bien au début, ça c'est cliché aussi, le flic, le duo flic qui s'entend pas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de faire évoluer les personnages. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire une histoire si les personnages n'évoluent pas. Donc, on va découvrir beaucoup de choses sur le passé. Il y a des choses qui vont les rapprocher, alors qu'ils sont carrément différents du début. Elle est plutôt... elle a un petit côté gaffeuse, j'aime bien ça. Elle est intuitive aussi, elle est très... Elle arrive à trouver... à réfléchir par elle-même, elle est très impliquée, mais elle débute. Elle connaît pas la région. Oui, ça permet d'avoir un point d'ancrage pour le lecteur, j'imagine. Exactement, parce que quand c'est elle qu'on suit, c'est la découverte par ses yeux. Donc c'est intéressant, elle découvre tout. Surtout qu'elle débarque dès le premier jour, elle se retrouve avec cette affaire-là. Elle n'a même pas d'appart ni rien, c'est le bordel dans sa vie un peu, et elle est contente de commencer, et puis elle se retrouve avec ce commandant un peu austère au départ, qui rigole jamais. Donc ça, je voulais qu'il rigole jamais, mais qui sort des jeux de mots un peu idiots quelquefois, mais sans rigoler, mais que tout le monde respecte parce qu'il est capable de dérouler une affaire, et ça m'a plu énormément la cohabitation entre les deux. Et comme on est dans le Nord, leur rapprochement va se faire quelquefois autour d'une boisson... qu'on connaît bien, qu'on connaît bien, avec du houblon dedans. Ouais, donc je tenais à ça, et elle découvre tout ça aussi. Donc l'ancrage régional, c'est aussi la découverte du Nord dans ses très bons côtés, et quelquefois les mauvais aussi, parce qu'il y a quelques tueurs. Mais elle découvre une ambiance aussi, parce que je pense, c'est un cliché aussi de dire ça, mais j'essaie de jouer aussi avec les clichés du Nord aussi. Alors c'est pas bienvenu chez les ch'tis, mais il y a un petit côté comme ça. Ouais, heureusement, mais parce que c'est pas le but du truc. Mais il y a un petit côté comme ça, quoi. Elle vient des Alpes, donc pas du tout le coin. Donc ce duo va faire pas mal d'étincelles, et ils vont à eux deux, ils vont réussir à développer l'affaire et à finir par s'apprécier, alors que c'était pas gagné du tout. Un exemple, par exemple, elle jure très facilement. Elle jure très facilement. Là, je suis sûr, j'ai repensé après, je pense que je regardais la série Dexter il y a longtemps, le tueur en série, là, et je pense que un des personnages qui m'a inspiré pour son personnage à elle, c'est la sœur de Dexter qui est flic. Dans la bras, série. Je crois, il me semble. Des bras ou un truc comme ça. Et avec sa queue de cheval. Elle a une queue de cheval aussi. Donc elle est bien hardcore aussi. Elle balance, quoi. Elle balance. Et Karine, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, avec un K. Alors là, le prénom, je sais pas d'où il sort, parce qu'on m'a tout de suite dit, mais c'est pas possible qu'une fille de 30 ans en 2017, elle s'appelle Karine. J'ai dit, mais je sais pas rien, c'est sorti comme ça. Et après, je pouvais pas l'enlever.
Parce que dans ma tête, c'était ça. Je dors avec Karine, je mange avec Karine pendant des années, donc je vais pas changer de prénom, quoi. Et finalement, les gens après m'ont dit, bon, on s'habitue quand même. Ouais, donc... Et sur Colocom, il y a un aspect qu'on apprécie beaucoup, c'est la musique, quoi. Et on a pu voir avec Shog qu'il y avait de la musique dans ton roman, quoi. C'est parce que moi, c'est très important aussi dans ma vie personnelle. Ouais, déjà, j'écoute énormément de musique. Et donc, mon personnage Basile, c'est une de ses caractéristiques principales. Et ça, je pense que là, par contre, je l'ai piqué à personne parce que je pense que ça n'a jamais été fait. On comprend dans le roman, c'est un obsédé de Pink Floyd. Et on le comprend par rapport à son passé. Chaque coup, hein, mais c'est un obsédé compulsif de Pink Floyd. Alors, non pas parce qu'il est fan, mais parce que son histoire personnelle est très liée à Pink Floyd. On l'apprend au cours du roman. Mais du coup, son truc à lui, c'est qu'il rattache chaque enquête à un album de Pink Floyd. Parce que ça lui fait remuer des sentiments, etc., des choses en lui, ça lui fait remuer pas mal de choses en lui, et il arrive à relier, que ce soit les paroles ou même l'ambiance, parce que c'est très éthéré, etc., Pink Floyd, il fait relier un album à une enquête. Et donc là, l'album, c'est Wish You Were Here, un des plus connus albums, un des plus célèbres albums de Pink Floyd des années 70, de la belle époque de Pink Floyd, avec cette pochette où on voit deux hommes d'affaires qui se serrent la main, dont un qui est en feu, une pochette assez célèbre quand même, des années 70. Et donc, il écoute, et plus l'enquête avance, plus il écoute inlassablement les chansons, et plus ça l'aide à raisonner et à penser. Et c'est lié à son histoire personnelle, à un de ses traumatismes qu'on découvre évidemment pendant l'œuvre. Donc ça, j'y tenais avant, à tout prix. Et du coup, j'ai mis une citation de l'album à chaque début de chapitre. C'est ce qu'on se demandait. Ouais, c'est un peu rapport. Bon, après, c'est difficile de trouver des rapports à chaque fois avec ce qui se passe dans le chapitre, mais ça donne une ambiance, on va dire. Ouais. Ça donne, comme lui, il est bercé par ça. Et tu veux venir ma prochaine question, du coup? Si j'aime bien Pink Floyd. Ouais. Oui, j'aime bien quand même. Sinon je ferai pas quand même. Personne n'est parfait. J'ai découvert sur le tard, moi, Pink Floyd, parce que bon, je suis né en 75, donc ça existait déjà. Mais je suis pas un fan non plus exceptionnel de Pink Floyd. J'ai découvert très sur le tard. J'aime bien surtout le Gilmour dans Pink Floyd, le guitariste et chanteur aussi, plus que Waters. Je suis plutôt team Gilmour. Ça c'est le côté guitare, le côté blues, le côté guitare. Et je suis un fan un peu bizarre parce que peut-être un des albums que j'aime le moins, en tout cas avant les derniers qui sont un peu c'est différent, mais c'est The Wall. Alors que c'est la référence normalement, et moi je préfère les albums d'avant, donc Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, ou Middle, des trucs comme ça, et je préfère ce côté progressif que j'ai découvert sur le tard, même si j'écoute pas que ça du tout, et surtout Wish You Were Here, je peux plus l'écouter du coup. Parce que j'ai écouté 10 000 fois, il y a plein de documentaires dessus que j'ai regardé, etc. Donc là, j'ai encore du mal à le réécouter j'ai trop écouté pour le bouquin. Donc, mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des lecteurs qui sont mis à l'écoute, qui ont eu envie de l'écouter, parce que c'est un thème important. Et donc ça fait plaisir. Et quelquefois en dédicace, alors j'essaie de cerner, parce qu'en dédicace, il y a un truc qu'il faut savoir. Je sais pas si vous avez déjà tous vu peut-être en librairie ou à Cultura des mecs qui sont en dédicace. Ouais. Si t'es derrière ta table en train d'être avec ton téléphone, bah tu vas vendre 0 livre. Bah les gens ils veulent pas venir vers toi. Les gens ils vont pas venir. Ouais. Ou alors t'es super connu donc t'as une file devant toi, mais c'est pas le cas. Moi je me lève, j'ai compris vite le truc. Il faut se lever, il faut aller voir les gens, les aborder. Si tu vois tout de suite s'ils sont prêts à t'écouter. Mais je dirais 9 fois sur 10 en librairie, les gens ils t'écoutent. C'est pas sûr qu'ils achètent ton bouquin, mais ils sont intéressés, ils sont super sympas. Mais si tu vas pas les voir, ils vont pas venir te voir. Ou alors très très peu, quoi. Et donc des fois j'essaie de repérer les gens qui sont capables d'aimer Pink Floyd, parce que ça me fait un point d'appui pour parler de mon bouquin. Alors des fois ça tombe bien, je dis vous avez une tête à aimer Pink Floyd. Il fait ah ouais j'aime bien, ouais. Ah bah je dis vous pouvez pas passer autrement mon livre, vous pouvez pas passer autrement. Vous êtes obligé de l'avoir. C'est des points d'accroche comme ça, quoi. Le point d'accroche principal c'est quand même la région. C'est ce qui attire les gens le plus. Mais ouais, la musique occupe une belle importance quand même. Ce personnage obsédé par Pink Floyd, j'y tenais beaucoup. Et je me souviens d'une maison d'édition qui m'avait dit nous on publie une toute petite maison d'édition, donc petite structure mais très sérieuse, on publie un livre par an. Je sais plus le nom. Ils font qu'un livre par an. C'est vraiment des passionnés. Donc, et il nous dit on a failli prendre le vôtre.
coup, j'étais content. Je me dis, ils en prennent qu'un par an. Parce que dit, on se donne à fond sur un seul livre par an. Et il dit, ce qui nous a plu le plus, c'est ça. C'est ce personnage, on n'avait jamais vu ça. Ce lien entre la musique et le personnage, et comment il rattache à l'enquête, et comment ça l'aide à enquêter. Bon, ils m'ont pas pris finalement, parce que pour d'autres raisons, mais... donc ouais, ça c'est une originalité qui est un peu déconcertante. Sachant que j'ai enlevé quand même quelques passages purement musicaux plutôt, dedans. Parce que dans la relecture, ils m'ont dit que quelquefois ça vire un petit peu à Wikipédia de Wishiwerir. Et ça, il fallait éviter en effet. Descriptif, voilà. Quand je l'écris des solos pendant 10 pages, non, mais 10 lignes, bon, ça peut pas parler à tout le monde, ça, forcément. Donc, ils avaient raison là-dessus. Et ça, ma femme l'avait dit tout de suite, parce qu'elle, Pink Floyd, on s'en fout complètement. Donc, elle me dit, ouais, c'est bien. C'est un côté un peu geek de la musique, peut-être. Ouais. Il y a plein d'anecdotes sur l'album, etc. Il y a des trucs énormes sur cet album. C'est pour ça que je l'ai rattaché à l'histoire, parce que le thème principal, moi, c'est l'absence et les carences familiales. C'est tout ça qu'il y a derrière. Et ça, c'est le thème de l'album, parce que ça parle surtout du fondateur de Pink Floyd, qui n'existait plus dans le groupe à ce moment-là, c'est Syd Barrett. Syd Barrett, qui est un génie de la musique des années 60, mais qui a vrillé complètement à cause de la drogue, etc. Et donc qui a pu faire partie du groupe. Et un jour, ils reçoivent pendant qu'ils enregistrent cet album, ils reçoivent la visite d'un mec qui est bouffi, tout ça, qui vient dans les studios, et ils se rendent compte que c'est Syd Barrett, leur pote. Et ils le reconnaissent, ils l'ont pas reconnu tous. Et ça les a traumatisés. Ils étaient complètement allumés. Et donc l'album est devenu un hommage à Syd Barrett. Et à cette absence qui leur pesait énormément dans le groupe, quoi. Parce que ça faisait 6 ans qu'ils l'avaient pas vu, parce que... Alors il est mort tard après, Syd Barrett, hein. Je pense qu'il a vécu avec sa mère tout le temps, mais il est devenu bouffi tout ça, alors que c'était un dandy des années 60. C'est une histoire très triste, et tout l'album a été conçu dans cette optique-là. Donc j'essaie de rattacher ça à l'histoire. Non, on voit que tu connais bien le... j'ai bossé dessus, même la pochette, il y a plein d'anecdotes sur la pochette, hein. Le mec en feu, au début le vent il allait dans l'autre sens, et du coup c'est 2 cascadeurs. Le mec en face, il avait une moustache, elle a cramé sa moustache. Parce que le vent a ramené le feu. Le mec qui est en feu, il avait une combinaison, mais celui en face, il n'en avait pas, donc il a cramé sa moustache. Donc il y a plein d'histoires comme ça, Donc je me suis bien penché sur le sujet. Quelque part, en tant qu'auteur, tu vas te livrer, tu vois. Il y a un petit côté comme ça, Et ça fait peur au début. Comment tu as vécu les premiers retours des professionnels ou des lecteurs, qu'ils soient positifs ou négatifs? Comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu l'as vécu? Tu vois ce que... Alors, des retours négatifs, les gens sont sympas avec moi, donc ils m'en font pas trop. Et sur Internet? Je pense que ceux qui font des retours ceux qui n'ont pas trop aimé, c'est ceux qui me l'ont acheté, des gens que je connais, et qui m'en parlent plus après. Je pense que, donc comme ils veulent pas... Mais ils pourraient me dire ce qu'ils ont pas aimé, parce que ça me dérangerait vraiment pas, parce que maintenant je sais qu'il y en a qui aiment. Donc mon ego, ça va, il est... au contraire, ça pourrait m'aider. Donc quelques-uns en retour négatif, maintenant ça me plaît... Enfin, négatif, ce qui a plu ou moins plu, ça m'intéresse, quoi. Mais ce que je disais tout à l'heure, il m'appartient plus du tout. Et sur Internet, par exemple, il y a un site comme Babelio, c'est vachement bien, c'est babelio.com, c'est que des lecteurs qui font de la critique, c'est pas des pros. C'est que des lecteurs, ils mettent une note et ils font une critique. Donc, alors au début, je demandais à tous ceux qui achetaient, faites une critique sur Babelio, il suffit de s'inscrire avec une adresse mail, il n'y a rien de compliqué. Donc forcément, si c'est mes parents qui mettent un truc, ça va être sympa, quoi. Mais après, je commence à avoir des retours de gens que je connais pas, à qui j'ai vendu en dédicace. Et là, c'est génial. J'en ai lu sur Internet, quoi. Tu vois, et c'est pas mal du tout, quoi. Et ça fait super plaisir, parce qu'on se dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est magique, parce que c'est un peu comme en musique, quand quelqu'un écoute la musique que tu fais, que tu as créée chez toi, etc. Qu'elle a pu toucher quelqu'un, et qui a vu un truc que tu n'as peut-être pas pensé, mais qui a ressenti quelque chose par rapport à ça. Certains retiennent la région, d'autres retiennent l'humour, parce qu'il y a de l'humour aussi. Ça c'est que du plaisir. Et le retour de lecteurs, alors quelquefois des retours de lecteurs, là j'étais au Furet d'Arras,
Et puis il y a une dame qui passe. Non, d'abord un monsieur qui arrive. Il me dit mais je vous connais vous. Et puis je dis bah ouais je vous connais. Il dit ah ouais vous étiez à Leclerc il y a 3 mois à faire des dédicaces. Je dis ouais. Il dit ouais ma femme elle voulait l'acheter votre bouquin. Je dis bah ouais c'est cool. Et il dit bah elle est là. Et donc elle vient elle dit bah j'ai adoré tout ça et du coup. Les gens sont agglutinés autour de ma table. Il dit ah ouais. Et puis la dame elle disait ah ouais je connaissais pas du tout mais c'était super et tout. Donc de fil en aiguille ça c'est génial. Ça c'est quelque chose qui te plaît? Ouais, parce que ça c'était pas gagné d'aller au contact des gens dans les centres commerciaux. Pas gagné du tout. Au tout début j'avais peur Ah tu m'étonnes. parce que c'est spécial et pour l'instant ah ouais c'est un vrai plaisir. Alors centre commercial j'en ai fait qu'un, j'ai fait qu'à Leclerc à Dainville tout près d'Arras. C'est un peu différent parce que c'est pas une librairie, donc les gens ils ont du PQ dans la main, donc ils sont pas là pour acheter un bouquin. C'est spécial. Donc, tu peux pas toucher en librairie les gens. Encore qu'en librairie tout le monde ne vient pas acheter un livre. Au Furet la moitié des gens ils viennent commander un bouquin parce que leur fils il doit lire ça pour la prof de français. Donc des fois t'abordes des gens même en librairie ils disent oh bah moi je lis pas. Je dis bah oui, c'est le droit de pas lire, c'est normal. Mais dans un stade commercial, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un beau défi aussi. Par contre, tu vois énormément de monde. Un samedi en centre commercial, à Leclerc, j'étais à l'entrée, donc tous les gens qui rentraient, ils passaient devant moi. Et au niveau de la tranche d'âge, est-ce que tu sens des jeunes qui sont intéressés par la lecture? C'est plus dur de toucher les jeunes, surtout sur un polar, surtout avec un polar qui coûte 22 €. Parce qu'il y a le côté financier, c'est évident. Parce que j'ai pas mal. Alors, je suis suivi par plein d'anciens élèves. Et je sais qu'il y en a qui m'ont dit on adorerait acheter votre bouquin, monsieur, mais 22 €, c'est quand même ça. Et je dis bah ouais, je comprends. Je dis alors on peut l'acheter en numérique aussi, si on a une tablette. Il y a 2 contrats. Il y a le numérique qui coûte 7 € en numérique. Donc après, il faut aimer ça aussi, hein, mais il y en a qui aiment bien lire en liseuse, etc. Ça c'est en broché, ce qu'on appelle le livre normal, soit en liseuse, en numérique, sur Kindle, je sais pas, j'y connais rien. C'est ça, Kindle, tout ça, donc là il est de ça aussi. On t'avait posé la question tout à l'heure, justement, hors antenne, sur la possibilité de le voir se développer en livre audio aussi. Est-ce que c'est une éventualité Ça pourrait être un truc futur. Je crois que dans la maison d'édition, il y en a quelques-uns ça commence à venir un petit peu sur quelques bouquins qu'ils ont. Dans le cas d'un thriller, ça peut être cool aussi. Ah ouais, ça peut être bien aussi, ouais. Ah ouais, ça peut être, si c'est bien joué, j'adorerais ça, ouais. Bon, on n'en est pas là encore, hein. C'est un premier roman, mais on verra après avec la suite, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, ce serait super, ouais. Ça serait super. Ah bah ouais. Ouais, ce serait super. Ça c'est bien aussi, ouais. C'est la première interview que tu fais? Non, aussi longue, oui. C'est le but, hein. Nous c'est le but. Ici, c'est pas une interview ici, c'est cool, on est à la cool, on est chez soi. Non, parce que il y a La Voix du Nord par 3 fois. Quand j'ai gagné le prix fin septembre, il y a un gars super, je vais lui faire de la pub, il s'appelle Frédéric Ernotte, c'est un Belge, un écrivain de polar aussi. Il fait une émission, il s'appelle La Boîte sur YouTube. En fait, lui, il est sur Twitch, c'est ça comment on dit ? Twitch. Donc il est en live. Donc il reçoit des auteurs. L'autre coup, il y avait Bruno Gassio, donc des mecs connus quand même des fois. Tout. Mais surtout, il reçoit des auteurs de polar. Il avait ramené tout son matos avec son ingénieur du son, etc. Au salon du polar de Templemar. Donc il avait une salle. Il était en direct. Il était en direct. Il a fait. Alors, je sais plus combien c'est. Faudrait regarder sur la vidéo sur YouTube. Il y a 4 heures de direct, quoi. Ouais. Et pas mal de gens ont défilé dans sa boîte, comme ça qu'il dit, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc super intervieweur, parce qu'il a ça joue beaucoup. Et alors là, c'est en direct live, hein, donc et les internautes peuvent poser des questions directes, quoi. D'ailleurs, il y en a un qui a demandé est-ce que je peux chanter Pink Floyd. J'ai dit non. J'ai dit non parce que je voulais pas me griller trop. Donc là, ouais, c'était une expérience assez. Ah, ça doit être cool, ça. Ouais, c'était cool, ouais. Alors maintenant, c'est sur YouTube, puisque sur sa chaîne YouTube, du coup, on a. Souvent, ils retransmettent en fait. Tu vois, ils sont en direct sur Twitch. Et après, ils mettent. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il refait un montage. Et son émission, elle est super, donc je conseille. C'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Ok. Comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle La Boîte de Frédéric Ernotte. Okay. C'est un Belge, un écrivain belge.
Ouais, et qui écrit des polars aussi. Et donc moi, alors du coup, il a chapitré, donc moi je fais partie des chapitres, mais il y a plein d'autres auteurs, et même c'est cool ce qu'il fait parce qu'il interviewe aussi des gens de l'organisation du polar, tout ça, pas seulement les auteurs, ou même des lecteurs passionnés, etc. On mettra le lien en description, ton interview. C'est vraiment bien, ça marche pas mal hein, d'ailleurs, et c'est vraiment cool ce qu'il fait, ouais. Donc ça pulse la Voix du Nord. Bon là c'est un autre exercice encore que ça, parce que c'est plus institutionnel, on va dire. Ouais, mais bon, au salon, le mec il est assis, moi je suis derrière ma table comme ça, il pose plein de questions, il faut répondre super vite aussi, c'est pas si simple que ça quoi aussi. Ouais, donc évidemment j'ai eu le grand article dans la Voix du Nord avec le prix, mais des fois, ils ont fait une faute sur le prénom et sur le nom. Quand même. Ouais, ça c'est un grand classique. Un classique de la Voix du Nord. Et là, j'ai un article aussi en ligne depuis de quelqu'un qui est venu. Alors là, super article dans la Voix du Nord. Alors je sais pas s'il va. Pour l'instant, il est qu'en ligne, mais il est visible, il est pas payant. On espère qu'il va passer en journal papier aussi. Ouais. Quoi. Mais c'est déjà génial, quoi. Ça aide pas mal aussi, je pense. Ouais. Des grands articles sur la Voix du Nord, c'est pas mal aussi. Franchement, trop bien quoi. Bah ouais, trop bien, ouais, trop bien, ouais. Est-ce que avec tout ce projet, toute cette aventure, on peut dire, tu vois, c'est une aventure, je suis sur un nuage. Est-ce que tu as quand même rencontré des difficultés? Parce que quand toi t'écoutes parler et raconter un peu la genèse, il y a que du bonheur pour l'instant. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Pas tant que ça, en fait, Comment tu les as affrontées? Je pense que la plus grande difficulté, là, c'est sur l'écriture du deuxième. Parce que t'es sur un deuxième. Je suis sur un deuxième et il est presque fini. Donc, parce que j'ai bossé à fond là depuis quelques mois. J'ai profité des grandes vacances. Hein, le prof. Donc, tu as écrit dans un laps de temps beaucoup plus court. Beaucoup plus court, parce que. Alors, c'est plus simple, parce que du coup, j'ai pas à me replonger dans l'histoire. C'est une suite, du coup C'est les mêmes personnages. Ouais. Donc, je retrouve mon duo de flics. Parce qu'on me le demande. Nouvelle enquête, ouais, quoi. Les lecteurs m'ont dit j'en aimerais bien retrouver les deux personnages dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc une nouvelle enquête en fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir lu Le Pont qui scène quand même un petit peu avant, parce que la psychologie des personnages y est développée, parce qu'on va plus dans leur passé dans le premier. Là dans le deuxième, je prends d'autres thématiques. Je veux pas refaire la même chose. Donc a priori. Pour l'instant, il est en phase d'élaboration, mais il me reste plus que 3-4 chapitres à écrire, et donc ils sont là. Là, je sais exactement ce que je veux dire, mais après, il y aura tout le travail que j'explique. Et toujours en contrat avec cet éditeur. Bien sûr, parce que je vois pas, moi, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de demander avec quelqu'un d'autre. Et puis dans le contrat, c'est stipulé d'ailleurs que je dois leur présenter. Ça, c'est un truc classique, ça. Ouais. Les 3 prochains bouquins, c'est à eux que je dois le présenter avant de tenter mon aventure ailleurs. Après, s'ils refusent, je peux aller voir ailleurs, quoi. Mais normalement, ça devrait bien se passer, quoi, parce que je suis très content, moi, et puis eux aussi. Donc. T'as eu des retours un petit peu sur les ventes, sur comment ça fonctionne? Alors les ventes, on a des retours un peu. Alors c'est impossible de dire un chiffre très précis là, à l'heure actuelle. Je devrais approcher, ce qui est faible finalement, autour des 500 ventes. Alors c'est faible et c'est fort en même temps. Ouais, carrément. Ouais. Parce que on va compter un peu plus d'une centaine de personnes que je connais, ou peut-être un peu moins. Bon, donc ça veut dire quand même 400 personnes que je connais pas. Et finalement, c'est énorme en fait, même si c'est pas du tout un chiffre. Mais surtout que ça va se continuer, parce que là, le prix, ça date qu'il y a d'un mois. Donc là, je vais faire plein de salons, donc à chaque fois c'est entre 15 et 20 livres qui vont être découverts par d'autres, donc 15 plus 20, etc. Là j'en ai fait 18 au Furet il y a 2 semaines, c'est 18 personnes en plus que je connais pas. Donc, il y en a certaines que je connaissais parce qu'elles passaient au Furet, puis elles m'ont vu, puis mais qu'est-ce que tu fous là? Donc, forcément, elles sont obligées de l'acheter. Ouais. Mais sinon, la plupart, c'est des gens que je connais pas. Donc, ça petit à petit, ça augmente. Ouais, ça va continuer. Avec le prix, ça va, parce que ça fait déjà 1 an qu'il est sorti, mais c'est comme si il ressortait en fait un petit peu, parce que là, je vais faire pas mal de salons, tout ça, donc ça va se poursuivre. Et pour revenir aux difficultés, je pense que franchement, il n'y en a pas, parce que je fais ça pour du plaisir. Donc, même dans la gestion de ton emploi du temps. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est la gestion de l'emploi du temps. Là, c'est chaud. Toi, si tu commences à faire beaucoup de promotions, faire des salons. Ça veut dire là jusqu'aux vacances de Noël, là, tous les samedis, je suis quasiment pris. Donc rencontre en médiathèque, Furet de Douai, salon, à Arras aussi j'y retourne. Alors c'est intéressant d'y aller le 15 décembre, parce 15 jours avant Noël c'est cool, parce qu'il y a plus de gens qui passent, hein.
Janvier, par contre, j'ai rien pris parce que janvier, souvent, c'est pas une bonne période. On n'achète pas souvent des livres en janvier. Donc ouais. Donc ça veut dire tous mes samedis sont pris quasiment. Je suis abonné à Lens, donc ça complique les choses. Enfin abonné, mais je veux pas voir tous les matchs. À tiers des matchs, on partage l'abonnement. Donc ça ça a rajouté. Donc pour ma femme, c'est pas marrant tout le temps. Ça, évidemment, parce que du coup je suis pas là le samedi, pour les gosses non plus, et puis pendant les grandes vacances, des fois je me tapais 7 heures d'écriture par jour parce que j'étais à fond dedans et j'ai adoré ça, parce que j'avais le temps là, parce que c'est les grandes vacances, les vacances de Toussaint c'est plus compliqué parce qu'on a quand même du boulot de prof, des copies, tout ça, et puis je prépare quand même les cours et tout, mais les grandes vacances là on peut relâcher vraiment, donc des fois je me faisais des journées entières. Je prenais l'air. Moi j'écrivain quoi. Ouais, vraiment, là j'étais vraiment comme les vrais quoi. Et je me dis ça pourrait être une vie super géniale. Ça te plairait ? Ouais, ça me plairait en fait, ouais. Ça me plairait, ouais. Mais rêve quasiment inatteignable. Mais en tout cas, t'essayes de développer ton truc, t'essayes de mettre toutes les choses de ton côté. Ouais, j'ai la chance, tu vois, pendant les grandes vacances, je peux le faire. Donc déjà, il y a des moments où je peux le faire, ce truc, parce que c'est pas donné à tout le monde, ça, de pouvoir se prendre 6 heures, 7 heures par jour à faire ça. De quelle fois, pendant plusieurs jours, j'ai fait ça. Le soir, j'écrivais plus. Alors le problème, c'est aussi, la difficulté, c'est que je vieillis et que de plus en plus, il faut que je me couche tôt. Là, j'y compte. Quand tu bosses le lendemain, c'est chaud. Je pense que je suis pas le seul. Et je sais pas, comme il y a 10-15 ans où je pouvais, j'aurais pu écrire jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, puis bosser le lendemain, mais là, je peux plus. Mais c'est important de bien dormir de toute façon. Ah bah ouais. Pour que... pour que ça cogite aussi. Après, je dors bien, mais faut que je me couche de plus en plus tôt. C'est ça le problème, quoi. Quand j'écris la nuit, c'est quelquefois, ça m'arrive quelquefois, mais ça dure pas jusqu'à 3h du matin. Et dans le meilleur des cas, imaginons, tu penses que pour pouvoir en vivre et t'épanouir complètement dans ce métier, dans cette activité, dans cette passion, tu vois, ça serait... Faudrait franchir quoi comme étape en fait qu'on faudrait, Là, on en est loin, parce que là, c'est vraiment être reconnu et pouvoir être dans toutes les librairies. Donc c'est ce qu'ils commencent à faire sur certains bouquins, mais ça suffira pas. Il faut en plus en vendre, mais vraiment des quantités énormes. Les prix, c'est être reconnu par des prix, ça aide beaucoup, mais des plus gros prix encore. Continuer dans tu peux avoir des sortes de prize money si, sur certains prix, non ? Ouais, des fois, ouais. Alors là, j'ai envoyé mes bouquins. D'habitude, il n'y a pas d'argent en jeu. Mais là, il y a une société en Normandie, et c'est Tillier qui faisait la pub de ce truc-là. Franck Tillier, donc pas n'importe qui, sur son propre site. Donc je me suis dit, c'est sérieux ? Ou une association en Normandie qui donne une récompense de 1 000 €. Alors c'est que 1 000 €, mais c'est plus que mes droits d'auteur. Donc je me dis, pourquoi pas, quoi. Donc j'ai envoyé mes bouquins, j'ai pas de nouvelles pour l'instant, mais pourquoi pas, quoi. Donc, mais c'est plutôt rare, ça. Comme le prix que j'ai reçu, le but, c'est d'avoir le bandeau, en fait. C'est honorifique, quoi. Bien sûr, c'est honorifique, mais c'est surtout que ça te rend plus connu, et ça te crée un réseau. Donc ça c'est bien aussi. Après, je m'éclate dans mon boulot de prof encore, quoi. Le truc idéal que je verrai dans quelques années, mais j'en suis loin encore, c'est de pouvoir être prof à temps partiel, pour dégager du temps, plus de temps pour l'écriture, quoi. Mais de continuer l'ancrage prof aussi, quoi. Parce que je m'éclate encore, alors jusqu'au moment où je m'éclaterai plus, mais je suis à un âge où j'ai l'expérience et je suis pas encore trop décalé par rapport aux gamins. Même s'ils trouvent que je fais des blagues de vieux, ils sont contents quand même. Mais je continue mes blagues de vieux et c'est tout, et ça les fait marrer quand même, quoi. Donc faut de l'autodérision aussi, quoi. Donc ça j'ai envie de le garder parce que c'est un équilibre aussi, quoi. Justement, quel conseil t'es professeur, tu vois, t'aimes transmettre et tout, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture d'un premier, même d'une première nouvelle, d'un premier roman, c'est difficile parce que de mon expérience, c'est justement de commencer par des nouvelles, parce que commencer par un roman direct, je trouve que ce serait chaud. Commencer par des nouvelles parce que c'est des petits formats,
parce qu'il y a des centaines de concours. Il y a un site qui s'appelle concoursdenouvelles.com. Donc, quelquefois, il y a des prix avec de l'argent. Quelquefois, c'est pas souvent, mais quelquefois, oui. Quelquefois, c'est un peu payant. Il faut payer 10 €, mais la plupart du temps, ils sont gratuits. Je trouve que c'est un exercice énorme pour savoir si on est capable d'écrire sur n'importe quel thème. Développer un style. C'est ce que j'allais dire, développer son style d'écriture. Développer son style. Alors ça, c'est chacun voit. Tu nous disais en antenne que tu avais beaucoup travaillé sur la grammaire, sur... Ouais, alors moi, c'est parce que là, moi, je voulais qu'il n'y ait pas d'erreur non plus. Et puis, ouais, non, ça, c'est le côté carré. Et puis, on parlait des personnages. Ils sont différents là-dessus. Le commandant Basile, lui, par contre, autant elle jure, elle n'arrête pas. Elle est brute de décoffrage, Karine. Mais lui, alors jamais il va dire un truc. Je voulais pas le vieux flic, justement, qui dit, qui parle en argot, etc. Alors lui, jamais. Il va toujours utiliser un langage soutenu, tout le temps. Ça vient de son éducation, etc. Bon, on l'apprend. Donc ça, j'aimais bien jouer avec ça, avec les registres de langage. Jouer avec les registres de langage, c'est génial. Alors quelquefois, elle balance des trucs, et puis lui, il va le dire en langage soutenu. Lui, il va dire certes, quelquefois. Ouais. Tu vois, certes. Toi, tu le dis pas souvent là dans ton interview. Tu dis ah oui, certes. Mais lui, il est capable de faire ça, quoi. Et elle dit putain. Donc ça m'a plu vraiment de jouer avec les registres de langage. Un décalage générationnel, un petit peu, quoi. Ça m'a amusé beaucoup, quoi. C'est ce que tu vis aussi dans le cadre de ton travail, quoi. Ouais, ce côté-là, ouais. Alors moi, j'aime bien aussi en cours, je fais pareil en cours, en fait. On fait cours avec ce qu'on est. Hein. Moi, je suis persuadé de ça. Un bon prof, c'est quelqu'un qui a trouvé... le bon équilibre entre ce qu'il est et ce qui... Parce qu'on joue la comédie, tout le temps, d'accord, mais ils le savent, mais il y a beaucoup de nous, quand même. Et quelquefois... je sais pas, tout à l'heure j'ai dit Voltaire il kiffait l'Angleterre. Je m'interdis pas de dire des trucs comme ça. Alors évidemment, si un inspecteur au fond de la classe, ça dépend de l'inspecteur, hein, il peut dire attention, il a dit kiffer. Mais pour moi, c'est comme ça que les gamins. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est l'humour. Et puis leur parler et pour les intéresser. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils sortent du cours en étant intéressés. Alors, je réussis pas tout le temps, je réussis pas avec tout le monde, ça c'est impossible. Mais moi, c'est mon truc. Après, les profs qui sont carrés, je suis carré dans un sens, mais je parle au niveau strict, etc. On sourit pas. Pourquoi pas? Si c'est leur truc et si ça marche, pourquoi pas? Mais moi, je peux pas faire ça. J'ai essayé au début parce qu'on nous apprend comme ça et il faut pas vous laisser déborder de ça. Alors moi, je me laisse pas déborder. Mais moi, ce que je veux, c'est que on ait un rapport qui est de l'échange, de la dynamique, bien sûr. Moi, je fais pas cours. Hein. On fait cours ensemble, etc. Et puis, des fois, je me lance dans des histoires, etc. Donc là, ils écoutent. L'importance du récit, pour moi, il est énorme parce que c'est des gamins, c'est des collégiens, donc ça marche quand même. Ça peut marcher. Évidemment, c'est pas la première année qu'on y arrive. Hein. Ça, c'est évident. Ça demande de la bouteille, un petit peu de pratique. C'est du travail. Donc, mais déconner avec les airs. Aujourd'hui, j'ai passé du Metallica en cours pour expliquer la justice. Parce que l'album And Justice for All, je vais expliquer les symboles de la justice. Donc, la pochette, on a la déesse de la justice avec la balance, l'épée. Donc, plutôt que de voir la déesse de la justice, je leur ai montré la pochette. Je leur dis, vous verrez jamais ça en cours de musique. Ils disent, ah non. Ils voient Calogero en musique. Donc, oh punaise. C'est ça la musique. Et encore, c'est ce qu'ils voient de plus moderne. Donc, je leur dis, moi, voilà, on va faire un cours de musique. Du coup, pendant qu'ils faisaient leur exercice, je passais du Metallica à fond. Bon, c'est sûr que c'est un peu original, mais ça marche, quoi. Moi, c'est mon album préféré de Metallica. Hein, ça c'est sûr que c'est mieux que le dernier, ça c'est sûr. Ouais, c'est certain, quoi. Donc j'ai passé toute la chanson, donc pendant qu'on travaillait, quoi. Donc puis je leur dis à un moment, faut tous faire ça, mais ils n'ont pas tous osé le faire. Il y en a quelqu'un qui l'ont fait. Les sixièmes, ils le font. Les plus grands, non. Merci à toi, Thibaut. Merci pour tout, franchement. Très intéressant. J'espère. On a une tradition chez Colloquium, c'est souvent poser une dernière question à notre invité, savoir un petit peu... Je suis hétérosexuel. C'est ça? Non, c'est pas ça. Pardon. Je pensais que c'était ça. Mais du coup, toi, quels sont les auteurs qui te plaisent, qui t'ont pas forcément influencé, mais tu vois, les auteurs, les livres qui t'ont vraiment marqué. Alors... Et moi, je serais même
curieux de savoir au niveau des films, tu vois. Ouais. Alors, c'est pas facile comme question parce que ça tire dans beaucoup de coins. Mais moi, franchement, l'auteur qui m'a le plus... Mais c'est parce que c'est quand j'étais jeune que je dévorais. Moi, c'est pas... C'est un auteur hyper connu, donc c'est peut-être l'auteur le plus lu, j'en sais rien, mais c'est Stephen King, moi. Ouais. Moi, c'est Stephen King, ma référence. Même si ça n'a pas rapport avec ce que j'écris, je lui pique quand même quelques trucs, parce que... Alors, c'est un peu comme je parlais de Pink Floyd tout à l'heure. Stephen King, les gens retiennent le côté on a peur et tout ça, les Shining, les machins, tout ça. Moi, ce que je préfère chez lui, c'est son écriture et ses personnages. Et ce qu'il dit sur ses personnages. Alors là, moi, je trouve formidable. Moi, mon livre préféré de lui, je pense que c'est l'immense livre qui est ça, It, avec le clown, hein, donc, fait en film, en série, tout ça. Ouais. Mais ça dit des trucs sur la jeunesse. Parce que la moitié de cet énorme bouquin, c'est quand ils sont jeunes, dans les années 50-60. Mais je trouve que c'est des pages magnifiques d'écriture sur la jeunesse et sur les traumatismes de la jeunesse et sur ce que c'est qu'être adolescent. Et ce gars-là, il est phénoménal quand il écrit sur les gamins ou sur les adultes aussi. Mais plus que les passages purement horrifiques. Quand t'es gamin, forcément, ça te touche. Mais je trouve que c'est un auteur hyper lu, hyper connu. Mais je trouve que des fois on le catalogue comme un auteur à la con parce qu'il vend beaucoup, parce que ça sert à faire peur. Mais moi ça me touche encore. Alors j'aime un peu moins les derniers, mais je suis toujours ce qu'il fait. Et puis ce qui est bien c'est avec lui, c'est qu'il y a de quoi lire. Il y a beaucoup. Donc je pense que c'est ma première référence. Après dans des trucs plus récents, j'adore Pierre Lemaitre. Qui a écrit des polars au début et c'est celui qui a fait Au revoir là-haut, qui a écrit Au revoir là-haut, qui a pris concours avec Au revoir là-haut, qui est sur la guerre, etc. Et là, c'est pour le sens du romanesque que je trouve ça magnifique, l'écriture, les touches d'humour aussi qu'il y a dedans, parce que ça c'est un truc que j'adore aussi. Toujours avoir un petit peu de dérision dans tout. Je pense que c'est important dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça que je vois, dans mon boulot aussi surtout. Pas trop toujours se prendre au sérieux parce que ça sert à rien. Et ça, il le fait bien dans ses histoires en disant des choses très, très profondes sur les époques, etc. Donc je dirais Pierre Lemaitre, Stephen King, c'est déjà pas mal comme référence. En film, pour les polars, il y a des trucs qui m'ont marqué énormément dans les années 80. J'étais curieux. Des trucs comme Seven. De Fincher, ça m'a marqué, mais c'est aussi l'époque. J'ai 20 ans à l'époque, bon, forcément, c'est aussi lié à ça. Toujours l'idée qu'il y ait des rebondissements à la fin. Donc les trucs hachés. Donc Seven, c'est parfait pour ça. J'adore les films où à la fin on découvre autre chose, quoi. On découvre que c'est complètement autre chose. Ça a été la claque pour beaucoup de monde, hein, je pense. Cette époque-là, bon, d'ailleurs, toute la filmographie, c'est Fincher, hein, je pense. Toute sa filmographie, je trouve ça génial, quoi. Après, c'est des références que tout le monde a. Nolan, j'aime bien aussi. Christopher Nolan, j'adore aussi. Même si j'ai pas tout vu. C'est très difficile de voir. Est-ce que tu as vu Romeo is Bleeding ? Non, j'ai pas vu ça. Un polar néo-noir des années 90, c'est le premier grand rôle de Gary Oldman. D'accord, je te le conseille. Ah ouais, d'accord, ouais. Comment tu dis ? Romeo is Bleeding, ouais. D'accord, ouais, ok. Ouais, c'est... Après, il y a évidemment le Silence des agneaux, c'est ça, ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps, ça marche encore, hein. Même si on connaît bien, c'est la même époque, hein. Mais là, c'est un film qui a quand même reçu 5 Oscars, alors que c'est un polar, c'est un truc... mais là aussi, c'est la fin, là, on est surpris, donc c'est magique, je l'ai vu avec un de mes enfants, donc c'était marrant de le voir... alors que moi je connais toute l'histoire, et tout ça, c'est une histoire de transmission aussi, tout ça, quoi. Donc... Non, ouais, en polar, c'est des références des années 90 surtout, même si après il y a des choses que j'aime bien, mais après je regarde pas que des polars, hein, il y a plein de choses que... Ouais, je touche à tout. Après, il y a des films, qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps Bon, là j'ai vu L'amour ouf au cinéma, tout le monde en parle en ce moment, j'ai bien aimé. C'est peut-être le côté années 80, moi qui m'a plu le plus, parce que je suis un enfant des années 80 aussi, donc alors je sais que certains critiquent le film, beaucoup les jeunes adorent. Mais c'est pas mal, c'est assez violent, mais je suis rentré dedans. Mais je suis fleur bleue, hein. Moi j'ai pleuré à la fin de Titanic, moi, donc,
Merci à toi Thibaut, merci pour tout. Non, ça a été un plaisir. On te souhaite le meilleur, vraiment. Bon courage pour la fin de la rédaction de ton deuxième ouvrage. C'est que du plaisir, il faut trouver le temps. Et c'est ça le problème. Si t'as un mot pour la fin, un message à faire passer, une bouteille à la mer. C'est vous remercier parce que c'est super sympa. Hier j'étais sur CNN pour les élections américaines. C'est plus sympa ici. Ah ouais, ça tu m'étonnes. C'est beaucoup plus sympa. Ça a été la claque. Donc non franchement le mot c'est pour vous. Continuez ça parce que c'est vachement bien. Ouais. Merci beaucoup. De rien, c'est sincère. Allez, salut tout le monde. Salut.